Ah, on y va? Ok. Eh ben, c'est parti. Mais la porte, elle est pas fermée. Ah. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Du coup, eh bien, on va être ensemble pour 2 heures, à peu près. Je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher. C'est mon petit truc du moment. C'est vraiment la techno sur laquelle je m'éclate. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce deep dive. L'idée, c'est de vous présenter un projet qui s'appelle la Cluster API, de vous emmener vers le cœur entre guillemets du projet, comment il fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On va avoir un mix entre du support et puis de la démo. Il y a des choses qui vont casser, c'est normal. Enfin, c'est entre guillemets normal. Donc il y aura un petit peu de live debug. Et en fonction du temps qu'on va avoir, enfin que je vais avoir, je vais essayer de répondre à un challenge qui est typiquement combien de clusters je vais être capable de déployer dans un temps réduit. On va se donner à peu près 5 à 10 minutes max sur une machine entre guillemets classique. L'objectif, c'est aussi de vous montrer comment, avec cette technologie-là, on peut déployer beaucoup de clusters très très simplement en une commande, et puis gérer un peu le cycle de vie des clusters. Très rapidement, qui je suis? Rachid Zarvoli, ça vous le savez déjà. J'ai monté une boîte de une personne, c'est moi, qui s'appelle Seven Sphere. J'ai fait ça après 20 ans passés dans l'IT, et en gros aujourd'hui je suis un consultant indépendant et je propose à mes clients l'ensemble des services en fait sur lesquels je suis amené à collaborer pour eux. Si vous voulez me joindre, il y a mon mail, Xinity, c'est mon petit handle sur X, Blue Sky, c'est à peu près partout. J'ai à peu près le même un peu partout. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous pensez après la session, n'hésitez pas à revenir vers moi, ça me fera plaisir. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Plein de choses. Ce que vous avez ici, c'est à peu près la gamme de techno avec lesquelles je m'amuse pratiquement tous les jours. Alors il y a de tout, il y a de l'observabilité, c'est un peu mon gros sujet du moment sur un client avec lequel je bosse depuis plusieurs années. Il y a forcément du Kubernetes, on est là aujourd'hui, il y a de l'infrastructure as code, ok, classique, Terraform, Ansible. Côté cloud, je suis plus Azure que GCP, plus par opportunité, mais il faut avouer que ça marche plutôt bien et entre guillemets ça fait le boulot et ça fonctionne. Et puis comme beaucoup de gens, depuis quelques mois maintenant, je me suis un peu mis à l'IA. Pas au sens des modèles, ce qui m'intéresse c'est plus l'utilisation des modèles, c'est la sécurité des modèles, c'est comment est-ce que un de mes clients peut faire tourner un modèle d'IA chez lui en respectant un certain niveau de sécurité et en faisant attention que les données qu'il fait manger à ceux ou ces modèles d'IA vont pas se balader un peu partout sur la planète. Dans cette session, on va avoir plein de choses. On va démarrer tranquillement avec justement comment est-ce qu'aujourd'hui on déploie Kubernetes. Je vais vous présenter la Cluster API. Il y a pas mal de petites démos. Tout ce que vous avez ici, le multi-cluster, le lifecycle et autres, c'est tout un tas de petites démos qui sont prévues. Et à la fin, je vais vous présenter un projet que je trouve absolument génial qui s'appelle Cosmotron. Rien à voir avec Cosmo 4 pour ceux qui ont la référence. On verra plus tard. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce qu'on déploie Kube? Il y a plein de façons de déployer Kubernetes. J'ai essayé de les recenser, j'en ai trouvé plus d'une centaine. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, elles ont chacune leurs avantages et les inconvénients. Vous avez des outils qu'on connaît tous, KubeADM, KOPS, KubeSpray, et puis toutes les autres solutions. Chaque cloud provider a son propre Kubernetes managé et donc vous fournit ces API qui vont vous permettre de déployer vos clusters et puis du coup de les piloter. Et puis on va retrouver les solutions classiques dans les grosses plateformes. Vous avez forcément Rancher, OpenShift. Tanzu qu'on voit pas beaucoup, enfin moi je le vois pas beaucoup. En 7 ans, ça fait 7 ans maintenant que je suis indépendant, je l'ai vu une fois. Et pour le coup, il faut avouer que ça marche plutôt bien. Et puis après, on a tous les trucs as code, Crossplane, Pulumi, Terraform, Ansible, j'en passe, c'est des meilleurs. Globalement, dans beaucoup de ces solutions-là, aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on va déployer des clusters de façon unitaire. Ce qui marche bien quand vous en avez un, quand vous en avez deux, et puis quand vos clients vous disent en fait moi j'ai besoin d'en avoir une vingtaine, ou quand vous avez des équipes de développement et il faut du coup outiller chacun des développeurs avec son propre cluster, en fonction de la taille des équipes, forcément le nombre augmente. Et plus le nombre va augmenter, plus ça devient entre guillemets rigolo. Ça génère tout un tas d'inquiétudes. Le point principal pour moi aujourd'hui dans mon activité, c'est surtout le vendor lock-in. Là où j'essaie vraiment de faire attention, sur tous les projets sur lesquels je bosse, je suis quelqu'un qui fait pratiquement, enfin même pas pratiquement, je fais que de l'open source. J'utilise pas de solution propriétaire. Et le vendor lock-in est super important. Pourquoi? De plus en plus, ce qui revient dans comment est-ce que je gère mes clusters Kubernetes, comment est-ce que je peux déployer un grand nombre de clusters Kubernetes, c'est l'hybridation et c'est la réversibilité technologique.
En gros, c'est bien. J'ai pu déployer 50 clusters chez un provider. Bah, demain, je vais avoir des solutions simples qui me permettent de dire ce provider-là, il me convient pas, je vais aller ailleurs. C'est pas le cas. On s'en approche, mais c'est pas le cas. Et l'autre point qui est irritant, c'est le tout dernier que vous avez ici sur le slide, c'est toute la partie management. C'est ok, j'ai déployé 50 clusters, c'est chouette, mais comment est-ce que je les mets à jour? Comment est-ce que je vais pouvoir les patcher? Si jamais il y a un problème, est-ce que je dois le faire à la main? Est-ce qu'il faut que je passe par des pipelines de CI/CD qui sont dans mon GitLab, qui vont aller discuter avec Argo CD, qui vont aller faire des trucs super magiques, et puis à la fin, finalement, ça va aller corriger mon cluster. Quand on prend tout ça, et quand on met, je vais le dire comme ça, quand on met ça dans un shaker, et que du coup, on essaye de faire une boisson qui, normalement, est bonne et énergétique, moi, je suis tombé là-dessus. Il y a 4 ans maintenant. Projet qui s'appelle le Cluster API. L'idée, elle est assez simple. Elle est très, très simple, en fait. C'est vous avez l'habitude d'utiliser Kubernetes, mais en fait, vous allez utiliser Kubernetes pour déployer Kubernetes. Pas plus compliqué que ça, globalement. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, tout va être normalisé. La façon dont vous allez déployer les clusters, la façon dont vous allez augmenter le nombre de nœuds, la façon dont vous allez déclencher les mises à jour, la façon dont vous allez déployer des applications dans ce cluster, tout est normalisé. Du coup, ce qui devient génial, c'est qu'en fait, un cluster que vous déployez chez un cloud provider, avec une configuration particulière, quand vous voulez changer de cloud provider, ou quand vous voulez utiliser la même techno pour déployer par exemple chez Azure et chez AWS, vous n'avez pas deux façons différentes de déployer les clusters, il n'y a pas deux technologies différentes et il n'y a pas surtout de blocs de configuration différentes. On va utiliser les mêmes objets à chaque fois et simplement à un moment on dira bah ici je suis côté Azure, ici je suis côté AWS. Donc on va vraiment centraliser tout ça avec quelque chose qui est simple. Encore une fois, on utilise des objets Kubernetes ici. La liste des providers que vous allez pouvoir utiliser, elle augmente de jour en jour. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une trentaine, si je dis pas de bêtises. Et puis la communauté en rajoute tous les jours. Du coup, ça devient vraiment, vraiment super utile parce que, encore une fois, dans un sujet qui, moi, en tout cas, me tient à cœur, qui est vraiment la réversibilité technologique, bah, ça me permet de dire à un client ou à une communauté avec lesquelles on monte un projet open source, de dire, vous inquiétez pas, on démarre chez qui vous voulez et après, on pourra facilement bouger. Comment ça se passe? Bah, en fait, on est dans Kubernetes, donc on va utiliser des objets Kubernetes. Ce que vous avez là-haut ici est une description très simpliste. On est dans un deep dive, donc on va descendre là-dedans. Justement, de comment ça se passe. On définit différents objets, cluster, la machine class, le nombre de machines. Ce qu'on veut faire est exactement du cluster. On envoie ça à la Cluster API et grosso modo, il y a une famille d'opérateurs, on va le dire comme ça, qui vont se mettre en action et qui vont déclencher pour vous plusieurs actions totalement automatisées. Préparer le bootstrap, on y reviendra. Déclarer l'infrastructure entre guillemets du cluster en globalité en fonction de avec qui vous discutez. Est-ce que c'est un cloud provider? Est-ce que c'est Docker, ce qui va être le cas ici de mon côté? Est-ce que c'est, je sais pas moi, Rancher, OpenShift, Tanzu? Et du coup, qui va vraiment piloter tout ça. Donc l'idée, c'est pas simplement de déployer le cluster, c'est vraiment de déployer le cluster et tous les objets dont il a besoin. En fonction des providers que vous allez utiliser, on peut descendre très loin, on peut même aller jusqu'à lui faire générer, on va le dire comme ça, des images système ultra custom. Vous allez pouvoir générer vos propres OS à vous, super customisés, que vous allez utiliser chez un cloud provider. Pour vous donner un exemple, mais encore une fois, on va revenir dessus dans la session. La Cluster API, du coup, elle supporte assez facilement Azure, Google, AWS, jusque-là facile. Vous avez un provider OVH, vous avez un provider OpenStack, OpenStack, OpenShift, enfin les deux existent. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous dites au provider, utilise les objets que tu utilises, et par exemple, si vous êtes chez Azure, en fait, il va utiliser des templates de machines qui ont déjà été construits, il les déploie, il installe Kubernetes, et il déploie votre cluster et sa configuration. Ou vous avez la possibilité de lui dire, non, en fait, tu vas utiliser ma conf à moi. Et là, vous allez pouvoir lui faire charger votre propre image à vous, qui a été customisée pour vos propres besoins, même si vous êtes chez Azure, même si vous êtes chez Google, même si vous êtes chez AWS. Par exemple, pour ceux qui sont très sensibles aux notions de sécurité, qui vont vouloir faire du hardening très poussé sur les OS, c'est des choses que vous pouvez faire. À l'extrême, moi je travaille sur un projet en parallèle, là. On a commencé en début d'année, où en fait l'idée c'est de cumuler la Cluster API et le confidential computing.
En gros, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des enclaves matérielles en utilisant des processeurs dédiés et pouvoir vraiment créer des clusters à partir de la cluster API qui sont ultra sécurisés, où chaque application, chaque environnement d'exécution de l'application est totalement sécurisé, signé, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment faire des trucs... Enfin, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut vraiment faire des trucs de fou furieux avec ça. Du coup, comment je change de cloud provider? Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fonction du cloud provider ou en fonction du provider que vous allez utiliser, il y a quelques petites subtilités. Mais en gros, l'idée, c'est juste de dire, assez facilement, ce que je veux changer, c'est mon infrastructure de référence. Moi ici, j'ai pris Docker parce que c'est facile et du coup, je peux déployer tout ça tout seul sur ma machine. Mais l'idée derrière le projet, de plus en plus, c'est de dire, aujourd'hui, j'utilise Docker, toute la configuration que j'ai là, je switch l'infrastructure de référence à Azure, je touche à rien. Je dis juste, ton infrastructure de référence, c'est Azure, il prend la même configuration et il déploie ça sur Azure. Et puis du coup, je peux revenir. Avant de revenir là-dessus, on reviendra un petit peu plus en détail après. Quand on dit déployer et quand on dit changer, changer, ça veut dire étendre ou ça veut dire remplacer. Un point qui n'existe pas encore tout à fait stable, c'est l'hybridation, ce que je vais appeler l'hybridation maximale. Moi, typiquement, ce que j'ai cherché à faire il y a quelques années dans un projet chez OVH, c'est de dire je vais utiliser 2 providers différents avec la cluster API, je vais lui faire déployer le control plane chez un provider et je vais lui faire déployer les workers chez un autre. Ce qui augmente encore les possibilités. On n'y est pas encore. Il y a notamment côté Tanzu, il y a un provider qui s'appelle Bring Your Own VM, si je dis pas de bêtises, qui notamment vous permet de faire ça. Mais en gros, en fonction du provider de la cluster API que vous allez utiliser, donc le système qui va vous permettre de déployer les nœuds et donc votre cluster, vous avez des possibilités d'hybridation qui sont offertes. En gros, ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on a à gauche. On veut passer du modèle de gauche au modèle de droite. Comment ça se fait? Assez simplement, même si en production ça se passe vraiment comme ça, il y a 5 grandes étapes. La première chose, on va déployer ce qu'on appelle un cluster de pré-seed. C'est là où on va tout préparer. Les configurations, les différents opérateurs, les différents providers qu'on va utiliser, ainsi de suite. Très très souvent, le pré-seed, on le fait via Coin. Pourquoi? Parce que c'est facile, ça marche, ça mange rien et ça tourne. J'ai une question. Le fonctionnement général, ça ressemble à du cross-plane ou je n'ai pas compris? Tu mets tout dans un cluster et il se démerde à faire des objets, que ces objets soient... Alors, ouais. Dans l'idée, oui. Dans l'idée, c'est un peu ça. Je rebondis sur la question, je vous l'ai dit en intro, l'idée pour moi c'est de faire une session qui est interactive, ou si je ne l'ai pas dit, pardon, maintenant je le dis. Du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis je vais essayer aussi de vous faire participer, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis là-dessus. Donc on démarre, on fait un premier cluster kind, facile, on le déploie, on va déployer ce dont on a besoin, en gros les différents objets. Et ensuite on va déployer la cluster API. C'est un ensemble d'opérateurs, je vous l'ai dit, on va tout préparer sur la machine. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on est sur un laptop, comme c'est le cas ici chez moi. Donc, on n'est clairement pas en environnement de production. Par contre, ce pré-seed a tous les éléments en main pour pouvoir nous permettre de préparer le cluster de production, celui qui va réellement avoir pour mission de déployer l'ensemble de mes clusters. Et du coup, à partir du pré-seed, on déploie un seed cluster. En vrai, à partir d'ici, je peux déjà déployer ma prod. C'est-à-dire que même à partir de ma machine, je peux aller déployer toute la prod de mon client. Le seul problème que j'ai, c'est très simple, c'est que ça a été fait sur ma machine. L'historique des clusters est sur ma machine. La réconciliation dont on parlera un petit peu après, elle se fait sur ma machine. Et quand moi, je vais quitter mon client, en fait, il a ses clusters, c'est bien, hein, il est content, mais en fait, il ne peut plus les piloter. C'est un peu dommage. Du coup, en phase 4, ce qu'on va faire, c'est un move. En gros, on prend tout ce qui a été fait sur la machine et on le pousse dans le cluster seed. C'est super facile, ça se fait en une commande. Ça, malheureusement, j'ai pas prévu de vous le montrer, mais il faut me croire. Et du coup, l'idée, c'est de dire, en fait, oui, j'ai bien tout préparé sur la machine. Maintenant, ma machine, c'est pas une machine de prod. Et par contre, le premier cluster que j'ai déployé, qui lui fonctionne bien, je vais le transformer en cluster de déploiement. Quand on parle d'un cluster de déploiement, on parle d'un cluster qui fait du déploiement, de la réconciliation, de l'upgrade, de l'extension, du déploiement d'applications. On peut vraiment tout faire à partir de celui-ci.
Le premier travail, il est entre guillemets ici, c'est qu'est-ce que je mets dans mon site cluster. Quels sont les objets que je vais utiliser. Je vous montrerai, et je vous en reparlerai, il y a plein de petites choses super sympas qu'on peut faire. Quand on parle de déployer des clusters avec le cluster API, on part de l'infrastructure et on peut monter jusqu'aux applications. Et on peut tout faire en une fois, one shot. Et littéralement, vous allez déjeuner, vous revenez 2 heures plus tard et toute la prod est prête. Application incluse, tout ce qui va bien. Une fois qu'on a fait ça, bah en fait c'est là où on va commencer à déployer nos différents clusters. Dans des infrastructures qui sont très grosses, il y a quelques temps, on m'a demandé est-ce que tu es capable de faire popper une région. Une région, c'est le provider en question, c'est 2500 clusters. Faire popper 2500 clusters sur ma machine, c'est juste impossible. Et sur un cluster unique, c'est techniquement faisable, mais c'est extrêmement dangereux. Plus vous avez de clusters, plus vous avez des objets de réconciliation, plus ça consomme des ressources, et plus si jamais ce cluster-là a un souci, et bah en fait il devient pas drôle. Donc ce qu'on peut vraiment faire à l'extrême, et on avait commencé à faire ça sur ce projet-là, c'est qu'en fait le seed cluster, bah, on l'a dupliqué. En fait on a fait un seed cluster qui déploie des seeds secondaires, et eux vont aller déployer comme ça des bouts de région. Et on s'est retrouvé avec des clusters, enfin avec des familles de clusters, qui sont gérés de façon unitaire, à peu près 150 clusters, je crois, par instance. Et du coup, bah, il y avait une centaine de seed clusters, enfin de seeds secondaires qui faisaient tout ça. Si vous allez chez première étape,
ça va être de... Ah bah voilà. Dans le fait de déployer du coup un premier cluster, donc le fameux cluster de pré-seed ou de seed quand vous êtes en local sur vos machines et que vous voulez tester, ça va être de déployer le fameux cluster kind et de déployer du coup l'ensemble des objets. Moi ici, j'ai des petits scripts en fait qui sont là. Alors il y en a une palanquée, il y en a certains, faut pas les regarder, c'est pas grave. Mais j'en ai notamment un ici là qui est le management server. Et en gros, je lui passe tout un tas de variables, le nom du cluster, la version, le nom de l'image qui est utilisée, puisqu'ici, je vais utiliser le provider Docker. Donc tous les clusters que je vais déployer là pendant toutes les démos sont des conteneurs Docker qui sont utilisés. Et puis après, il y a tout un tas d'objets. Descendre un peu plus bas, ça on s'en fiche. Hop, ça c'est toutes mes petites fonctions pour déployer. Où est-ce que c'est ça ? Grafana admin, on s'en fiche. Prometheus, on s'en fiche. Je vais descendre à la fin. Voilà. En gros, je vérifie que j'ai tout ce qui va bien. Donc, il y a tout un tas d'objets dont vous avez besoin. L'engine Docker classique, kubectl, Helm. L'installation d'un cluster via la cluster API se fait via un binaire, un nouveau binaire qui s'appelle clusterctl, qui est un binaire spécifique et qui est fait pour ça. Donc, on va aller vérifier et puis on fait tout un tas de vérifications. Hop. Scripts, install, mgmt. Setup, Rachid. mgmt, hop. Donc il déploie mon petit cluster kind, vous voyez qu'il a fait mon petit contrôle, c'est bien, t'as bien bossé, t'as tous tes prérequis. Je vais ici avoir un premier cluster où il n'y a rien, j'ai un nœud, tout seul, en version 1.31, parce que j'ai pris la 1.31 ici. Et du coup, en fait, il est en train de me le préparer. Alors, il n'y en a plus pour très longtemps, ça prend moins d'1 minute. Et en gros, l'idée ici, c'est de construire mon pré-seed. Vous pouvez le faire en ligne de commande, simplement en faisant un kind create cluster. C'est juste que moi, je voulais un truc qui vérifie tous mes prérequis et qui vérifie que sur la machine sur laquelle je suis, il y a bien tous les objets dont j'ai besoin. Et voilà, il a fini. Il me dit, en fait, tu as tous tes pods là qui sont prêts. Donc, j'ai mon API server qui est prêt. Et puis, il est en train de démarrer Core DNS. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'installe du coup la cluster API et les providers dont j'ai besoin. Ici, j'utilise le provider Docker. On a du bol, le provider Docker, il est intégré nativement dans le projet. Il n'y a plus besoin de l'installer à part. Je vous montrerai comment est-ce qu'on installe un provider, c'est prévu dans une démo. Et du coup, ça va me permettre de faire ça assez facilement. Du coup, pareil, j'ai un script, alors pour le regarder vite fait. Hop, install capi. Et ce qui est important dans ce script-là, je vais aller à la fin et je vais remonter. C'est ça. Au moment où je fais mon install ici, je passe un certain nombre de variables. Celles qui vont être rigolotes, c'est les deux qui sont là. La cluster topologie et les clusters ressources set, c'est des fonctions qui vont justement permettre d'utiliser la cluster API avec des fonctions de templating avancées. En gros, on va revenir dessus, c'est ce qu'on appelle la cluster class. Mais pour faire simple, je vais pouvoir créer des configurations de clusters. Et donc à chaque fois que je vais déployer des familles de clusters, je vais juste lui dire en fait, utilise cette famille de configuration et tu me les déploies. L'intérêt, il est où? Cette cluster class, une fois que je veux faire une mise à jour dans cette cluster class, elle va automatiquement s'appliquer à tous les clusters qui l'ont appliqué derrière. J'ai rien à faire. Donc quand vous voulez faire des mises à jour globales sur un volet de cluster, par exemple pour vos équipes de développement sur un projet en particulier, vous mettez à jour la cluster class dev-nom du projet, et tous les clusters se mettent à jour. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont faits. Et ici, vous voyez qu'en fait, il fait son petit cluster ctl init, il utilise du coup le provider Docker qui est intégré, et il me passe l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires. Donc pareil, si je fais install capi, hop là. Il m'installe Sort Manager parce que j'en ai besoin, et vous allez voir derrière, en fait, il m'installe du coup tous les objets nécessaires à la cluster API. Voilà. Et donc du coup, j'ai mes 4 opérateurs qui sont déployés. On va juste attendre qu'ils soient finis. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon cluster de seed qui est là. Il est prêt, rien à faire. Si je regarde un peu
Oups. J'espère que c'est un peu... J'ai tout ce qui est là, donc j'ai tout prêt. J'ai mon CapD, donc ça c'est le CapD système ici, c'est le controller manager en fonction du provider que vous allez utiliser, donc où vous allez déployer vos clusters. Si c'est Azure, c'est CapZ, si c'est AWS, c'est CapA, Google, c'est CapG, et puis ainsi de suite. Ils ont tous un petit nom en Cap quelque chose. OpenStack, c'est Capo, par exemple, et ainsi de suite. Le Bootstrap et le Control Plane, c'est des objets, je vous en parle juste après. Et puis ici, le CAPI System, c'est le super superviseur. C'est le cerveau de la Cluster API, c'est lui qui a pour mission de tout vérifier, que tout a bien été fait, que tout a bien été respecté. Du coup, ce qui me manque, bah, c'est de déployer un premier cluster. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu peux montrer les CRD qui sont relatifs au Cluster API, ceux que tu as déjà installés, sans le montrer? On va faire simple. Hein. Attends. Tu as cluster... ce que je fais... API, resources... si je fais un pipe grep... Capi... Là. KubeADM Control Plane, KubeADM Template, Provider, Machine, Machine Set, Machine Pool, Machine Health Checks, Cluster, Cluster Class, et ainsi de suite. Il y en a un peu plus de mémoire. Je crois qu'il y en a un petit peu plus d'une vingtaine. De mémoire, il y en a un petit peu plus d'une vingtaine. Mais en gros, tu as tous les objets ici, là, tous les objets de type infrastructure qui sont là, les objets de type Control Plane, les objets de type Cluster. Et puis, il y en a d'autres qui viennent derrière. Allez, déploiement d'un premier cluster facile. J'ai la flemme. Run démo. Alors j'espère que vous voyez bien en bleu, sinon je passerai en bleu en fond blanc. En gros ici, ce que je fais, c'est que je lui demande de générer le fameux YAML. On est dans le monde de Kubernetes, qui va aller me créer le cluster qui va bien. Donc typiquement, ce que je fais là, ici, je lui donne le nom du cluster, la version de Kubernetes, le nombre de machines dans le control plane, le nombre de machines dans les workers. Je mets tout ça dans un YAML et ici, pouf, je dis bah en fait applique. Donc je suis vraiment dans le monde de Kube, j'applique un manifeste. Et vous voyez qu'ici, il m'a créé une cluster class, Quick Start, parce que c'est le truc par défaut. On y reviendra après. Il m'a créé du coup mon infrastructure Docker, mon KubeADM Control Plane, et puis tous les objets dont j'ai besoin. Il continue en me disant « Ok, le boulot est fait, j'ai récupéré le fichier de configuration, ça c'est ce qui va me permettre de me connecter au cluster derrière. » Un point sur lequel je suis parvenu, j'en profite ici, parce qu'on fait du hors-piste, c'est cool. Quand vous déployez des clusters, vous avez la possibilité soit d'utiliser le driver réseau natif, par défaut, en fonction du type ou de la distribution Kubernetes que vous utilisez, ou vous avez la possibilité de lui dire non, tu le fais pas et tu déploies ta propre CNI. Moi, c'est ce que je fais ici. Et je lui dis, bah, en fait, tu vas m'installer Calico. Une fois qu'il a fait le boulot, vous voyez qu'il me redéploie encore une liste de CRD. Et j'ai tous mes nœuds qui sont prêts. La seule chose que je fais à la fin, c'est que pour tester et pour vous montrer que ça marche, et que c'est pas juste un script qui fait des trucs magiques, je déploie un petit Nginx, et du coup, j'ai mon Nginx qui tourne. Du coup, si je fais un... alors, kubectl -config égale ça, et que je fais un getpod -a, j'ai mon cluster, il tourne, donc j'ai mes Nginx qui sont posés, j'ai ma Calico qui est là, et puis j'ai tous mes objets qui sont là. Tu peux montrer le manifeste pour faire au moins le plus grand manifeste? Après. Mais c'est prévu. Okay. Et du coup, d'un point de vue Docker, puisque je suis dans Docker, ici c'est le provider que j'ai utilisé, j'ai mon nœud, ici qui est mon CAPI Control Plane, et vous remarquez que j'ai mes démos workloads qui sont là. Donc il a bien déployé mes nœuds, du petit cluster que je viens de déployer, dans l'univers Docker qui est le mien ici. Le manifeste, il est ici, cluster, il est là, on va remonter en haut. En gros, je définis une cluster class, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle permet notamment, et ça c'est super intéressant, je vous en reparle après, de définir ce qu'on appelle le machine as check, ça fait partie des fonctions que je trouve super intéressantes dans le projet. Et en fait, vous avez toute la def.
Et c'est là où vous pouvez vous amuser si vous voulez patcher, typiquement si vous voulez patcher la configuration du kubelet, c'est là où vous allez pouvoir la faire. Si vous voulez utiliser des images particulières, c'est là où vous allez pouvoir le faire. Par exemple, si je cherche version... il est où? On va descendre plus bas. C'est verbeux. Alors... Oh, la question qui tue, 361, c'est rien. Oh, c'est pas grand-chose. Je plaisante. Typiquement, la pod security policy qui m'a pris la tête sur un autre sujet, pas le cas ici, là c'est pratique, vous pouvez la disable. Ici, ce que je vous ai montré là, c'est une démo très très simple. En gros, j'ai pris clusterctl, je lui ai juste dit, tu me crées un manifeste ultra standard, donc il a pris un template qui existe dans le projet open source, et il m'a fait ça. Ça marche. C'est pas forcément super intéressant. On est dans le hors-piste. Maintenant, on va se marrer un petit peu. Et c'est là où normalement il y a des trucs qui vont moins bien marcher. Alors, du coup, je suis dans le monde de Cube. Et comme je suis dans le monde de Cube, dans le monde de Cube, il y a un truc qu'on utilise tous, c'est Helm. Donc en fait, je me suis juste dit, en fait, plutôt que de faire des manifestes à gogo, et donc de déployer 100 clusters avec 100 manifestes, ce qui est un peu bête, faire un Helm chart. Donc j'ai fait un Helm chart en fait j'ai fait un Helm chart du manifeste que vous avez vu tout à l'heure. Et là, en fait, j'ai un chart. Alors un template de Helm chart qui, en gros, va me permettre de déployer un certain nombre de clusters avec leur définition. Vous voyez qu'ici, j'ai la définition aussi d'infrastructure cluster qui est là, en ligne 18. Je sors de là. Où je passe mon Docker cluster, et je peux définir, comme dans tout cluster Kubernetes, le node CIDR, enfin les services CIDR, les pods, et ainsi de suite. La petite magie, entre guillemets, dans ce template, elle est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je fais pour me simplifier la vie, c'est que dans mon fichier de values, ici, je fais juste ça. Nombre de clusters, variable. Du coup, si je veux déployer 30 clusters avec exactement la même configuration, ici, je mets cluster count 30 et je me les déploie tous en une fois. On a dit, on est dans le monde de Kubernetes, je déploie des clusters, donc j'ai un objet Kubernetes. C'est-à-dire que quand je fais un kubectl get cluster, ici, j'ai mon cluster. Et je peux aller regarder, du coup, sa définition. Je suis vraiment dans le monde de Kube. Donc je fais tout dans Kube, j'ai ma CRD, c'est stocké dans etcd, et je peux voir ce qui se passe. Typiquement ici, je peux voir les phases. Il me dit mon cluster, il s'appelle DemoWorker1, c'est un cluster class Quick Start, on verra ça plus tard. Il a été provision, tout va bien, il a 5 minutes, et il est en version 1.31. Maintenant, on va se marrer un petit peu, ça va prendre un peu plus de temps, puis ça va me permettre de revenir sur des choses un peu plus théoriques. C'est qu'ici, je vais en mettre 5. Hop. Et on va faire helm install, ouais, ça. My clusters. Attends, je suis où? Non. Hop. Helm install my clusters. Tac. Si je fais ça, il me dit pour l'instant, j'ai envoyé tes ordres. Si je fais mon Helm list, il me dit OK, il y a un déploiement Helm qui est lancé. Statut deployed. Deployed, c'est Helm. Donc j'ai pris l'info, je l'ai passé au cluster et il est en train de faire des trucs. Si je veux regarder l'état de mes clusters, kubectl get clusters. Allez, hop là. Là, il me dit provisioned. On est dans le monde de Cube. Provision dans le monde de Cube, c'est toujours pareil, c'est j'ai pris ton ordre, il est dans le etcd, je suis en train de le travailler. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe réellement derrière. Donc, je vais faire un petit watch, on va se mettre là-haut. Et je vais dire toutes les 5 secondes, tu vas me rafraîchir l'objet cluster, machine deployment, et alors pas celui-là. Hop, on va plutôt prendre ici KCP. Kubernetes Control Plane. Pouf. Je vais réduire un petit peu. Et normalement, si tout va bien, j'ai mes nœuds qui vont monter. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est ma définition des clusters. Il me dit en gros, j'ai bien compris la définition des clusters que tu m'as demandé. J'ai provisionné la définition des clusters. Ce qui est en train de se passer derrière en tâche de fond, c'est le contrôleur CAPI avec ses contrôleurs managers qui est en train de discuter avec le provider Docker pour créer toute l'infrastructure qui est nécessaire.
Ici, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de me créer un certain nombre de containers Docker dans lesquels il installe l'image qui ici est kindnode en 1.31. Derrière, il va me construire le réseau qui est nécessaire. Derrière, il va aller enregistrer tous les nœuds des workers dans le control plane. Derrière, il me fait toute la configuration. Et si tout se passe bien, dans quelques minutes, j'ai 5 nouveaux clusters qui sont utilisables. Et comme le premier, je vais pouvoir interagir avec, faire des configurations, déployer des machines, et ainsi de suite. Si je sors de là, et si je fais un petit Docker PS, bah vous les voyez, en fait, ils sont en train d'arriver, ils sont tous là. Donc ça, c'est mon démo 2, et vous voyez qu'ils sont tous en train d'arriver petit à petit. Donc là, tu as ton cluster de précis, tu as ton cluster de ta démo 1 et tu as tes 5 clusters. Qui sont en train de démarrer, tous sur la même machine, enfin sur la même machine distante. Comment tout ça fonctionne? On va revenir un petit peu sur la théorie, on va se poser quelques bases, puis on va y retourner après. Là. Hop, hop. En gros, la cluster API, c'est un ensemble d'objets, d'opérateurs qui sont mis en jeu pour gérer l'ensemble de vos clusters. Ce que vous avez à gauche, c'est les différentes familles. Ce que vous avez à droite, c'est l'organisation. En gros, quel objet pilote qui? Et ici, on remarque que, par exemple, Capi, qui est en bleu, il pilote tout le monde, ce qui est un peu normal en même temps. Et ce que vous avez juste en bas, ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, si, là, hop là. Ce que vous voyez ici, c'est des exemples, en fait, qui vous disent qu'on peut déployer à peu près partout où on veut. La partie infrastructure, ici, donc moi, j'ai utilisé Docker. Donc ici, c'est là, en fait, que Docker rentre en jeu, que le provider Docker rentre en jeu. Créer les conteneurs, télécharger les images, démarrer le conteneur en question. Après, ce qui se passe, c'est que le Bootstrap et le Control Plane Provider vont se mettre en jeu pour aller créer le secret. Le secret, c'est là où je vais aller enregistrer les informations de connexion à l'API server de mon cluster. Et c'est ce qui va me permettre derrière de récupérer ce secret et de me connecter au cluster. Et avec le Control Plane, c'est toute la partie enregistrement des workers dans la cluster API. On peut enregistrer des workers sans pour autant avoir le réseau déjà déployé. Ça marche, ça se fait, c'est pas un souci. C'est juste qu'en fait, quand vous allez arriver sur le cluster, vous allez voir les pods, notamment Core DNS et puis tout ce que vous avez voulu déployer, qui vont être en pending. Faut pas s'inquiéter, c'est juste qu'en fait, il n'a pas encore trouvé la couche réseau est pas là. Comme je le disais tout à l'heure, deux façons. Vous dites à la cluster API, prends la CNI que tu as standard parce que je veux pas m'en occuper, ou vous installez ce que vous voulez. Calico, Cilium, Antera, ce qui vous amuse. Du coup, notre KPI controller, il fonctionne comment? Bah, encore une fois, on est dans Cube. Donc, c'est un opérateur que je déploie à partir de son image, et puis il y a un ensemble de paramètres qui lui sont passés, et c'est lui qui va aller piloter tout ça. Ce KPI controller manager, quand lui se met à vaciller, c'est toute l'infra qui vacille. La réconciliation ne fonctionne plus, le déploiement ne fonctionne plus. Si vous avez des déploiements de clusters qui sont en cours, ils vont finir un peu en diagonale, pas bien. Lui, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Dans une ancienne version, là on est en 1.10, c'est pas le cas, mais dans une vieille version, moi j'ai eu des cas où en fait il explose littéralement en vol avec une stack en Go, et la stack en Go vous explique absolument pas ce qui se passe. Rien. Et c'est à vous d'aller faire du debug dans les mains et puis d'aller voir un peu ce qui se passe derrière. Derrière, je vais y arriver, je vais revenir, c'est lui qui va piloter les différentes CRD dont on a vu derrière. C'est lui qui les prend en charge. Lui, son boulot, c'est récupérer votre définition à vous et après déléguer aux différents opérateurs qui sont derrière, aux différents contrôleurs managers. Donc par exemple, la partie Bootstrap pour tout ce qui va être configuration et autres, bah, c'est lui qui va le gérer, c'est lui qui va déléguer, entre guillemets ça, au Bootstrap Controller Manager. En fonction du provider que vous allez utiliser, c'est lui qui va aller pousser l'information via notamment les machine set et les machine deployment en lui disant voilà le type de machine que tu vas devoir déployer avec telle configuration, telle image et ainsi de suite. C'est lui qui pilote tout ça. Le Bootstrap, ouais. Que je comprenne, quand tu dis piloter, c'est en fait il va créer les bons objets CRD et c'est... Toi, en tant qu'utilisateur, tu envoies la CRD. En fait, la question, c'est... Vas-y.
Donc que je comprenne bien, si tu peux revenir dans la slide d'avant, ce composant KPI Controller, c'est lui qui va créer les objets Kubernetes, les CRD, et c'est d'autres managers qui vont lire ces objets. Parce que quand tu dis délègue, en fait, il va pas dialoguer directement avec eux. Il va juste créer les objets pour que ces contrôleurs, eux, fassent le boulot. Ouais, Correct. et après, derrière, tu as toute une phase de réconciliation qui est déclenchée, qui va lui permettre en fait de vérifier que chacun des contrôleurs managers, en fonction de la mission qui leur a été entre guillemets attribuée, a bien fini, et ainsi de suite. Okay, merci. C'est vraiment l'orchestrateur, hein. C'est lui qui fait... il est vraiment... Enfin, c'est l'orchestrateur cube, pour Capi, littéralement. Je peux comprendre comment ils communiquent entre eux. Via les CRD. En gros, toi, tu balances ton Helm chart ou ta configuration, tu crées tes CRD, lui il prend l'information dont il a besoin, il renvoie l'information aux autres contrôleurs managers en disant il y a ça à faire, et eux, ils prennent le boulot et ils font derrière. Et en fait, quand tu regardes les logs du KPI Controller, tu vois justement toutes ces phases qui sont derrière. Tu vois les phases de le Bootstrap a fait son boulot, ou l'infrastructure provider est en attente de quelque chose, et ainsi de suite. Et en fait, c'est lui qui va récupérer toute cette information-là. Ouais. Si je veux détacher deux clusters, est-ce que je dois enlever le secret? Je comprends pas trop la question. Ah! Une fois que le cluster a été construit à partir de la cluster API, si je veux piloter moi tout seul ce cluster sans passer par Capi, est-ce que je peux le faire? Dans l'absolu, oui. C'est pas super intéressant, mais oui, tu peux. Okay. En fait, le seul problème qu'il va y avoir dans ce contexte-là, c'est que... Pardon. Au niveau du site cluster, tu as toutes les informations pour la cluster API pour aller se connecter au cluster qui vient d'être déployé et de faire toute la réconciliation. Donc en fait, cette partie-là, il faut que tu la déconnectes. Pour être honnête, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit se faire. Techniquement, en tout cas, c'est faisable. Parce qu'en fait, si tu le fais pas et si tu commences à aller piloter un cluster en bout de chaîne et aller faire par exemple des mises à jour, en fait, le cluster de seed, il va toujours faire de la réconciliation. Par exemple, si jamais tu t'amuses à faire une mise à jour un peu sauvage, ce qui normalement devrait jamais arriver, et que tu passes en 1.33, au niveau du cluster de seed, pour lui, en fait, tu es censé être en 1.31. Donc, en fait, il va déclencher un rollback, puisqu'il fait de la réconciliation. Son objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte que toutes les configurations qu'on va lui donner sont bien respectées et bien fonctionnelles. S'il y a le moindre truc qui ne fonctionne pas, il y a des objets de rémédiation qui peuvent être déclenchés pour aller remettre ça derrière. Donc, normalement, dans la vraie vie, ça, on ne le fait pas. On ne déconnecte pas les clusters du manager. Mon petit bootstrap, lui, devient intéressant. Pardon, j'avais juste encore une petite question, si on avait le temps. Vas-y, pardon. Du coup, si je comprends bien, en fait, le cluster de seed, il est très critique d'un point de vue sécurité, vu qu'il va hoster tous les secrets pour se connecter à tous les autres clusters. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour justement le sécuriser un peu plus et est-ce qu'on ne peut pas mettre les secrets d'ailleurs de connexion dans un vault, par exemple, qui éviterait de les avoir sous forme de secrets Kubernetes? Par défaut, tu es dans le monde de Kube, donc tu as le niveau de sécurité que Kubernetes t'offre par défaut, avec les fonctionnalités de sécurité que Kubernetes t'offre par défaut. Là, ici, ce que je vous ai montré, moi, je suis root sur le cluster, donc forcément, j'ai accès à tout. Mais effectivement, le seed cluster, oui, il est critique. C'est-à-dire que s'il y a un développeur qui a le compte admin du cluster et qu'il s'amuse à faire des trucs pas drôles, ben oui, ça a un impact, clairement. Est-ce qu'on peut sortir les secrets? Oui. Pas trivial, mais tu peux le faire. Tu peux dire, par exemple, va pas écrire le bootstrap, l'écris pas dans TCD, enfin, l'écris pas dans le TCD en tant que secret Kubernetes, mais va l'écrire dans une physical ou Vault. C'est pas forcément trivial, mais oui, ça se fait. Donc pour répondre à la question, oui, il faut absolument le sécuriser. Kubernetes t'offre les fonctionnalités par défaut minimales nécessaires pour le faire, mais ne les configure pas, lui, tout seul, par défaut. En gros, ton cluster Kubernetes et ta stack de déploiement de la cluster API va se comporter comme n'importe quelle application que tu déploies dans le cluster. Donc si ça, tu l'as pas sécurisé en verrouillant l'accès aux différents namespaces, en faisant en sorte que les développeurs qui
veulent vouloir piloter un certain nombre de clusters ne soient pas admin du cluster, c'est à toi de rajouter les configurations nécessaires pour le faire. Tu peux le faire, il y a tous les objets qui sont là, mais c'est pas fait par défaut. Ok, merci. Par exemple, si je reviens sur mon petit cluster vite fait, mirror, là, je vais couper ça. Si je fais un kubectl get clusters, ici, on voit par exemple que mes clusters ici ont été provisionnés. OK. Si je fais un... où est-ce que c'est ça? Watch, on va le faire là. Ici, par exemple, tous mes clusters, parce que j'ai voulu faire ça simple, on est dans une démo, ils sont déployés dans le namespace default. Clairement, non, pas en prod. Ben là, on est en mode démo. Donc, typiquement, utiliser la Cluster API pour déployer des familles de clusters, tu vas créer, par exemple, des namespaces dédiés par type d'application ou par type de plateforme. Et puis, sur ces namespaces, tu vas donner les autorisations qu'à certaines personnes. Et en fonction des autorisations airbag que tu vas leur donner, ils ont soit la possibilité d'interagir avec les clusters qui sont déployés, soit ils ont juste la possibilité, par exemple, d'aller faire du debug. Et de voir que le cluster fonctionne bien et que il fonctionne. Mais effectivement, non, par défaut, il ne le fera pas. Hop. Hop là. Le control plane. Alors du coup, oui, pardon, je reviens. Le Bootstrap Provider, il est intéressant. C'est là où on va pouvoir choisir la distro Linux qu'on veut utiliser. Et là, éclatez-vous. Alors il y a les trucs standards, hein, Kind parce que c'est facile, K0S si vous aimez bien, RKE2, K3S, Talos, amusez-vous. On est dans le monde de Cube, on est dans du déploiement standard. À partir du moment où vous choisissez une distribution qui est conforme à la, comment on appelle ça, à la, j'allais dire certification Kubernetes, enfin qui est en conformité avec le projet Kubernetes, ça marche. Donc vraiment éclatez-vous, prenez n'importe quelle distribution qui vous éclate. Moi j'ai essayé plein de trucs, du vCluster, du Talos, du machin, ça marche pareil. Si vraiment vous voulez vous amuser, je suis en train de jouer avec. Moi, j'ai voulu préparer les démos pour aujourd'hui, puis j'ai pas réussi. Mais il y a un provider il y a deux providers qui sont intéressants. Le premier, c'est KubeMark, qui est fait pour faire des tests dans des clusters éphémères, qui est fait pour simuler des clusters. Et en fait, c'est fait in memory. C'est super intéressant, c'est totalement éphémère. Et en fait, comme c'est fait en mémoire, c'est ultra rapide. Ça vous amuse, vous pouvez jouer avec. Là, vraiment, vous avez tout ce qui est possible et imaginable. Le control plane provider, du coup, pour avancer un petit peu, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. C'est là, typiquement, on va pouvoir faire de la rémédiation. C'est là où on va pouvoir déclencher les mises à jour automatiques. C'est là où on va pouvoir déclencher toute la phase de scaling. Donc c'est ici mon control plane provider qui va récupérer l'info et puis qui va faire toutes les actions. C'est notamment là que va se passer toute la partie else check, pour vérifier que vos nœuds, par exemple, fonctionnent bien. Je vous montrerai après, je vais vous montrer. Je vais casser un des nœuds, et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que le nœud revient, oui, non, et puis comment est-ce que je peux voir que ça fonctionne. Pour finir, si je dis pas de bêtises, ouais. Pour finir sur ces petites revues, la partie infrastructure, c'est là où vous allez vraiment pouvoir vous éclater. La partie infrastructure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'infrastructure ref qu'on a vu tout au début, et c'est là où vous choisissez le provider dans lequel tout ça va être déployé. Donc en résumé, j'ai mon seed qui est quelque part, je déploie la cluster API dedans, je fais un choix de distribution Kubernetes et d'infrastructure provider à minima, d'une configuration particulière si je veux changer par exemple des objets, des options à kubelet, si je veux par exemple faire en sorte que ça utilise une registrie privée avec authentification et ainsi de suite, c'est dans ces configurations-là que je vais pouvoir le faire. Une fois que vous avez fait tous ces choix-là, vous envoyez toutes les CRD à la Cluster API et du coup les différents contrôleurs managers qui sont derrière. Hop, et c'est là où toute la réconciliation va se faire. J'espère qu'on voit bien à ceux qui sont un peu loin. Si c'est pas le cas, pardon. En fait, le petit schéma qui est là, ici, en fait, c'est juste pour vous rappeler très rapidement comment se fait la réconciliation. Nous, on est tout en haut, c'est là où on bosse. On s'amuse avec nos manifestes, on fait des trucs super jolis. On envoie ça au core controller. Donc ici, c'est CAPI, c'est le CAPI controller. Et la première chose qu'on demande, en fait, c'est au niveau de l'infrastructure de référence, est-ce que l'infra est prête? Oui, non. Si l'infra est prête, on passe à gauche et c'est là où on fait tout le boulot. Et vous voyez que c'est séquentiel. Ici, dans le schéma, c'est séquentiel, c'est-à-dire que c'est pas à pas. Dans la réalité, tout est parallélisé. Il n'attend pas.
Il attend pas le bootstrap, puis l'API, puis le machin, puis le build. En fait, toutes les actions sont lancées. Il y a des boucles de réconciliation qui sont déclenchées. Et quand chacune des étapes est prête, en fait, il envoie les informations à la suivante. Ce qui tranche radicalement d'un déploiement, par exemple, avec Terraform ou Ansible, où là, vous avez clairement pas de boucle de réconciliation et vous attendez que ce soit fait. Et du coup, avec ce type d'outil, même si ça déploie votre cluster et que ça fait bien le boulot, par exemple, si jamais vous perdez un nœud, oui, vous avez perdu un nœud. Mais comptez pas à ce que Terraform, tout seul dans son coin sur votre machine, il se réveille. Non, bah tiens, finalement, je vais redéclencher quelque chose. Là, ça devient super intéressant. C'est typiquement une des raisons pour lesquelles le projet est super intéressant. La réconciliation va se faire. Vous perdez un nœud ou il y a un nœud qui disparaît, il vous en fait apparaître un derrière. Vous voulez déclencher une mise à jour, il déclenche une mise à jour progressive et il va le faire automatiquement. Vous lui donnez l'ordre et c'est lui qui gère. La réconciliation, elle est super intéressante et surtout, elle est cyclique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment par étapes. Et c'est là où vraiment vous allez pouvoir voir chacune des étapes qui sont activées. Est-ce que le control plane est là? Oui. Est-ce que l'infrastructure est là? Oui. Et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, vous les aurez dans les logs. La cluster API, elle est super intéressante, mais elle est surtout très, 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 très bavarde. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut faire attention. C'est pas toujours très, très simple de se retrouver dans les logs. Après, voilà, faut le savoir. Mais c'est vrai que c'est très, très, très bavard. Et c'est là où, effectivement, parfois, on peut perdre de l'info. Enfin, moi, c'est souvent, je fais des greps, des machins, des trucs pour essayer de m'y retrouver parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, quoi. La démo 1, je vous l'ai passée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cluster class. Je vous en parle 30 secondes et après, je vous montre comment elle se matérialise. L'idée de la cluster class, pour faire très, très simple, c'est en fait un template. En gros, vous allez définir un template de configuration pour un type de cluster, type de machine, version, nom et ainsi de suite. Et ça va vous permettre en fait de les utiliser. Pour vous montrer ça autrement, je vais repasser en mode miroir. Si je retourne sur mon cluster et que je fais un kubectl get cluster class, du coup, vous remarquez que j'en ai une. Là-haut. Et du coup, je peux lui demander le détail de la cluster class en question. Donc j'ai ces objets. Je peux la décrire. Reviens ici. Describe. Hop là. Et du coup, j'ai toute la définition ici de machine. Donc j'ai un machineless check. On va faire du hors-piste, je veux l'heure qui passe. Ici, le machineless check, c'est une fonction qui va permettre, dans la cluster class et en fonction des types de clusters, de dire à la cluster API, en fonction des règles que je te donne, vérifie que les nœuds sont bien disponibles. C'est typiquement là, on va pouvoir jouer en disant, si jamais tu perds plus de X% des nœuds, alors fais quelque chose. En général, fais quelque chose, c'est redéploie un nœud. C'est là, on va pouvoir lui dire, en fonction de comment se comporte le cluster, va par exemple déclencher une action de rémédiation. On peut vraiment tout définir ici. L'intérêt, c'est d'aller templater votre cluster et d'éviter de répéter à chaque fois les actions. Ici, le Helm-chart que je vous ai montré, pour vous montrer rapidement, qui est verbeux, hein, comme on le disait juste avant, et je suis assez d'accord avec ça. Cluster, là-haut, si je dis pas de bêtises ici, je dois avoir une cluster. Ah, je l'ai pas défini dans celui-là. Ah, il est où? Pourquoi je l'ai pas défini? Template. Je l'ai mis là? Non. Bref. Je vous montrerai après. Mais en gros, l'idée, c'est, plutôt que d'aller redéployer des clusters et de redéployer toute la configuration des clusters à chaque fois, vous créez une cluster class, vous créez vos familles de clusters et ça gère. Dev, test, prod, par exemple, c'est des familles de clusters qui n'ont pas le même nombre de nœuds, qui n'ont pas le même taille, qui n'ont pas forcément le même niveau de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Vous créez une cluster class dev, une cluster class test, une cluster class prod, et vous déployez vos clusters. Et que vous déployez un cluster ou 10, ils seront redéployés de la même façon. Après, c'est juste à vous, en fait, d'aller, entre guillemets, d'aller jongler. Hop.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Comme vous voyez, j'ai plein de choses. Tiens, l'upgrade. Hop. Ici, l'upgrade, je crois que c'est ce script-là, si je dis pas de bêtises. Je me suis fait aider, hein, vous voyez. Ça, je l'ai pas fait tout seul. Il y a un moment, je me suis fait aider un petit peu. En gros, ici, l'idée de cette petite démo là qui est un peu interactive, c'est de vous montrer comment je passe de la 1.28 à la 1.29 et ce qui se passe derrière. Donc, je fais mes petits prérequis qui vont bien. Il va me créer là un premier cluster en 1.28 si tout va bien. Et une fois qu'il va créer mon cluster en 1.28, on va voir ce qui se passe dans la phase de mise à jour. Cette phase de mise à jour, spoiler alerte, c'est pas moi qui vais la déclencher, c'est même pas le script. En fait, je vais simplement changer la valeur de la version. C'est-à-dire que dans mon fichier de configuration, je vais juste lui dire tout simplement, passe de la 1, enfin, il va lui dire tout simplement, passe de la 1.28 à la 1.29. Changeant simplement le numéro d'incrément. Et derrière, c'est la cluster API qui va déclencher toutes les actions de rémédiation, en commençant d'abord par le control plane, puis les workers. En gros, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que, petit à petit, qu'en fait, la cluster API vous permet presque en fait de faire votre propre Kubernetes managed à vous, chez vous. Déployez vos clusters ou laissez vos développeurs déployer leurs propres clusters en ayant du coup les control planes sur lesquels ils n'ont pas forcément accès, mais sur lesquels ils peuvent déclencher des mises à jour. Et quand ils font les mises à jour ou quand ils déclenchent les mises à jour, ils ne touchent à rien. Il dit juste passe de 1.27 à 1.28 ou de 1.28 à 1.31 et ils vont aller déjeuner et ça se fait tout seul. Là ici, ce que le script est en train de faire, c'est qu'il est en train de démarrer Calico. On va le laisser tourner, puis on reviendra dessus après. Et une fois qu'il a fait ça, il va déclencher cette mise à jour. Cette mise à jour-là, ce qui est important, c'est qu'elle est par défaut pas faite in place. C'est un rolling upgrade, donc il démarre des nouveaux nœuds dans la nouvelle version, puis il supprime les anciens. En fonction du provider de la cluster API que vous allez choisir, certains peuvent vous proposer l'option in place. Et donc il ne déclenche pas des nouveaux nœuds, il fait simplement une réinstallation sur la machine. Le comportement par défaut, c'est du rolling update. Je démarre des nouveaux nœuds et puis je change. Et puis après, en fonction à vous de voir un peu ce qui se passe. L'in-place, il est pratique, mais vous me voyez un peu arriver, il est un peu dangereux. Si jamais il y a des trucs qui se passent qui sont pas très cool, vous avez des nœuds qui sont toujours là, qui sont potentiellement encore enregistrés, mais qui sont plutôt une patte en l'air. L'avantage de l'in-place, c'est que forcément, il est beaucoup plus rapide. On ne redéploie pas une nouvelle infrastructure avec des nouveaux nœuds, un nouveau système et ainsi de suite. On attaque directement le système et on fait la mise à jour. Donc il y a un trade-off à avoir. Ouais, il prend un peu de temps, je crois que ça va être compliqué. Il y a un trade-off à avoir entre est-ce que je veux des mises à jour qui soient super stables et fonctionnelles, ou est-ce que je veux, en prenant en compte le fait que ça peut prendre du temps, ou est-ce que je veux quelque chose qui soit super rapide, parce que je veux aller vite, mais sur lequel, potentiellement, j'ai des risques. Là, après, ça va être à vous de jongler. Il veut pas le faire, donc on va couper, c'est pas grave. Une petite question, c'est peut-être aussi possible de faire du blue-green? Oui. En fonction de la configuration que tu vas lui donner, tu peux carrément lui faire déployer. Alors, en fonction de la configuration et du provider que tu utilises, tu peux faire du blue-green, ouais. Et lui dire, va déployer carrément un nouveau cluster à côté, puis quand tu as fini, tu supprimes l'ancien. Je le répète beaucoup et je vais encore le répéter pendant 1 heure, je suis désolé. Mais on est vraiment dans le monde de Kube. Dans toutes les fonctionnalités qu'offre Kubernetes de mise à jour, de déploiement et autres, on peut vraiment en profiter de la même façon. Si ce n'est que, on a l'habitude, nous, de le faire au niveau applicatif. Ce qu'on peut faire avec la cluster API, c'est qu'on le fait au niveau des clusters, littéralement. Et on peut gérer des clusters comme on gère nos applis. Vu qu'il veut pas, je vais essayer autre chose. Je vais aller là. Est-ce que je vais là? Ouais. Je vais aller dans mon manifeste là-haut. Je vais faire cluster. Je vais aller choper la version ici et on va faire ça. 1.31.0 1.32.0. On va voir ce qui se passe. Ok. Donc ça non plus, vous le faites pas. On est en démo, mais vous le faites pas avec vos clusters.
En gros, ce que je viens de faire, c'est que je viens de changer la version, je vais réappliquer le manifeste. C'est le tout premier cluster que j'avais démarré tout à l'heure et je vais voir un peu ce qui se passe et ce qui fait la mise à jour ou pas. Donc je vais appliquer et vous remarquez qu'ils sont tous en unchanged, sauf 2. La cluster class, bah oui, forcément, je l'ai changée et elle fait partie du manifeste. Et la définition du cluster. Donc normalement, si je refais mon petit watch de tout à l'heure, même s'il y a du monde, remarquez que il est passé en 1.32 sur le control plane et on va se faire un truc un peu rigolo. Ici, on va faire un pipe grep de, il s'appelle comment déjà? Workload-01. Là. Et remarquez, j'ai un premier nœud qui vient d'apparaître en 1.32 et les autres vont se mettre à jour. En fait, quand lui va arriver et qu'il va récupérer son machine ID, donc la définition du nœud du cluster dans la cluster API, la cluster API va considérer que ce nœud-là a été mis à jour, ok, il supprime l'ancien et il passe petit à petit sur les autres. Et vous remarquez encore une fois que j'ai simplement fait qu'une seule modif, je lui ai juste dit, vas-y, déploie-moi, mets à jour le cluster. Ce que je voulais vous montrer un petit peu, aussi, c'est le fameux self-healing. Je vous ai dit, il y a une fonction qui s'appelle machine as check et qui est là pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, ce que je vais faire, on va voir si j'ai un effet démo ou pas, c'est que je vais prendre un des clusters qui a déployé. Normalement, j'en ai au moins 5, si je dis pas de bêtises. kubectl get machine. Voilà, il y a du monde. Donc j'ai mes démo 2 ici qui sont là. Je vais être un peu violent en fait. Ici j'ai un Docker ID. Donc Docker ID parce que le provider que j'ai utilisé c'est Docker. Donc c'est la définition de la machine. Donc en fait ce que je vais aller faire c'est qu'avec la CLI Docker je vais aller casser un des nœuds. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il me le répare ou pas. Donc le nœud c'est celui-là. Donc logiquement si je fais Docker logs de ça, ça marche. Vous remarquez que je suis dans un système Linux classique. Hein. J'ai même système D qui démarre. Et pour vous montrer comment est-ce qu'on débug un nœud, en fait, on va faire ça, hein. Bash, et vous allez faire tout simplement, alors tout simplement, journal CTL. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul service qui tourne là-dedans. Système CTL status, vous allez voir. J'ai qu'un seul service qui tourne, c'est lui. J'ai un truc qui tourne et qui démarre tout. Donc quand vous avez des problèmes, typiquement quand vos nœuds sont bloqués en provisioning, ce qui était le cas pour moi hier dans la petite démo que je vous ferai à la fin, ou autre, bah vous pouvez vous connecter. Alors ici c'est du Docker, mais imaginez que vous faites la même chose chez un cloud provider, vous vous connectez sur la machine, vous allez voir les logs et vous pouvez voir ce qui se passe. Et ici typiquement si vous faites votre journal CTL -exe, EXU, là, vous avez tous les logs en fait qui sont derrière, et puis si jamais il y a une erreur, c'est là où vous pouvez la retrouver. Donc ce nœud-là, on a dit, on va le casser. Alors, on va faire un stop. Allez. Voilà, et on va aller plus loin, on va faire RM. Ok. Watch, lui, il s'appelle cluster démo 1.2. On va faire ça, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais le laisser tourner, et logiquement, encore une fois, sauf petit effet démo, il va remarquer que, c'est lequel? 7ZP, lui, en fait, est plus là, et il va me le redéclencher derrière. Et en fait, la fonction qui fait ça, c'est le fameux machine as check, qui est derrière. Les upgrades, je vous ai montré. Le health check, on va voir s'il fait le boulot. Les cluster class, je vous en ai parlé un petit peu. La question qui vient derrière, c'est une fois que ces clusters sont déployés et que du coup, je vais pouvoir les piloter, bah déjà, comment est-ce que je peux les piloter en grand nombre? Je vous l'ai montré, c'est via la cluster class. Donc ici, si je fais un kubectl, oups, on va le faire comme ça. kubectl get cluster. Ici, je peux voir que j'ai tous mes clusters qui sont là. Alors j'ai mon upgrade démo qui est là, qui a dû finir de tourner.
Et j'ai mon workload du coup qui est passé en 1.32 et puis c'est ici où j'ai tous les autres qui sont en cours. Par exemple... Ah ouais, j'ai oublié ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la Cluster API vous permet de démarrer de l'infra et de monter jusqu'à l'appli. Aujourd'hui, quand on parle d'appli, très souvent, on va penser Flux, CD, Argo, Pipeline, GitLab, j'en passe des meilleurs. Ok. Je vous ai dit en intro de session, mes clusters, ils sont déployés et je fais le choix d'installer la CNI Calico ici dans le cluster, puisque j'ai fait le choix du coup de ne pas avoir de CNI installé par défaut. Pour faire ça, il y a une fonction qui est super intéressante qui est passée en GA là, depuis la dernière version de la Cluster API, qui s'appelle les Cluster Resource Set. Ça sert à quoi? Ça sert à définir littéralement des templates de déploiement d'applications dans le seed cluster. Et ces templates d'applications, via association de labels, vous pouvez les associer à différents clusters. Par exemple, vous avez donc vous déployez l'infrastructure de développement pour l'ensemble des équipes de développement, et pour chaque projet qui a sa propre infrastructure, vous allez pouvoir vous voulez leur mettre à disposition un GitLab, un Argo CD, et puis je ne sais pas quel autre outil dont ils ont besoin derrière. Vous allez pouvoir du coup associer des labels au cluster. Je vous montre ça juste après. Et le label du cluster, via la Cluster Resource Set, va faire en sorte que quand le cluster est déployé, bien enregistré, avec le réseau qui est popé et qui fonctionne, toutes les applications vont se déployer. Et là où ça devient super intéressant, c'est que vous déployez vos clusters avec des manifestes Kubernetes classiques. Donc on retombe dans la même mécanique où je peux encore améliorer entre guillemets le déploiement. Si je vais ici... Est-ce que j'en ai sur celui-là? Ouais. Alors, ça c'est une définition. Je vais prendre celui-là. Hop. Classique, on connaît tous. Ça c'est une définition d'une cluster resource set. En gros, ce que je dis, c'est que je lui donne un nom, un namespace. Ok, très bien. Le cluster sélecteur, c'est un match label. Donc en gros, il va chercher tous les clusters qui ont pour label ingress controller valeur Nginx et il va aller appliquer une config map. Et en fait, dans la config map que vous appliquez au niveau du cluster, c'est là où vous mettez toute la définition, le manifeste de déploiement de Nginx. Deux petits points d'attention là-dessus. Le premier, on est dans le monde de Kubernetes. Je reviens à ce qu'on disait d'un point de vue sécurité, faire quand même attention à ce que vous mettez dans vos manifestes. Deuxième point, je suis en train de l'oublier, ça craint. C'est une config map. Et les config maps dans etcd, elles ont une taille limite. Pas plus d'1 méga. Donc si vous vous retrouvez avec des gros manifestes, ça marche pas. J'ai eu le cas typiquement avec une vieille version de Calico où le manifeste dépassait très largement la taille maximale entre guillemets d'une config map et il a fallu modifier l'info. L'information de la taille de la config map, c'est pas la cluster resource set, donc c'est pas cette fonctionnalité de la cluster API qui va vous le dire, c'est Kubernetes en fait, puisque quand vous allez demander à Kubernetes d'activer cette config map, vous direz je suis désolé, je dépasse la taille. Autre truc super intéressant avec les config maps, c'est la stratégie. Vous avez deux stratégies majeures de déploiement d'applications via la cluster resource set dans des clusters qui sont déployés via la cluster API. Apply once, très pratique pour la CNI. En gros, tu me déploies le réseau et puis tu touches pas. Ou reconcile. Vous me voyez arriver, reconcile, l'idée c'est quoi? En fait, il va aller contrôler ce qui a été déployé en fonction du manifeste de la cluster resource set, ce qui a été fait dans le cluster. Si ça bouge, il redéploie. Là où ça devient intéressant, si vous me voyez arriver, c'est que la petite mise à jour que je vous ai montrée en faisant simplement une modification de version, en fait, je peux faire la même avec une cluster resource set. Je vais dans ma cluster resource set Nginx, dit que je suis plus en 1.19, mais je suis en 1.22. Ma stratégie, c'est reconcile. Tous les clusters, absolument tous les clusters qui auront le label Ingress Controller Nginx vont se prendre la mise à jour, directement. Je passe pas par un pipeline GitLab CI ou je ne sais quel autre système, ou Argo CD qui va aller faire des trucs. Je suis dans mon cluster de seed, j'ai une réconciliation qui est faite, il balance l'ordre,
tous les clusters récupèrent le nouveau manifeste, on déclenche une mise à jour du coup de Kubernetes classique. L'intérêt, il est où ? Je pilote toutes les mises à jour depuis le seed cluster, mais surtout, j'ai la possibilité du coup de profiter des stratégies de déploiement de mon application. Quand vous déployez Nginx ici, c'est facile, mais si vous déployez une application entre guillemets un petit peu plus sensible et votre stratégie de déploiement, c'est pas juste un rolling update, mais c'est par exemple du blue-green, comme on le disait tout à l'heure, vous le définissez dans votre manifeste. Vous êtes en stratégie reconcile, quand il va faire sa mise à jour, il déploie la nouvelle instance sur tous les clusters. Une fois que la nouvelle instance est up, il supprime l'ancienne. On peut vraiment faire des trucs qui sont super intéressants. Donc, Argo CD, c'est plutôt au niveau de ton site cluster que tu vas le mettre. Argo CD est au niveau du site cluster, oui. Et tu peux piloter... Alors, je ne l'ai pas ici, et je pourrais pas vous le montrer, puisqu'on est record. Il y a des choses que je pourrais pas montrer dans un enregistrement, mais en off, avec plaisir. J'ai fait ça pour un client à l'étranger. Et en fait, ce qu'on a monté, c'est exactement ça. C'est un site cluster, enfin, c'est le pré-site qui monte le site cluster. Dans le site cluster, tu as GitLab, Argo, Kyverno et tout ce qui va bien. Et du coup, tous les déploiements des clusters de production sont faits à partir du cluster de seed, le vrai, qui lui utilise Argo CD. Et tous les déploiements des nouveaux clusters sont faits à partir de Helm Charts, comme je vous ai montré juste avant, depuis Argo CD, et on profite de toute la pile. Donc on peut vraiment faire des trucs... Enfin, il y a matière à jouer. Dans les autres petites choses que j'ai dû oublier, puis après on va faire un petit peu de théorie quand même. La cluster class, je vous en ai parlé. Le self-healing, il est en cours. La démo finale, je me la garde. La démo finale, elle va prendre un petit peu de temps. Je vais croiser les doigts pour qu'elle tourne. Mais celle-là, elle va être super intéressante. J'espère. Hop, on voit quelque chose. Ouais. La cluster class, je vous ai montré. Le health check, on l'a vu tout à l'heure. En gros, je fais du self-healing avec des conditions. Comment ça se passe ? Vous avez un exemple ici. Le max L6, c'est un nombre. Ici, c'est 40% des nœuds. C'est ce qu'on va aller chercher ici. Et si le nombre de nœuds en statut LC est inférieur à 40%, c'est là où il va aller déclencher en fait la réconciliation. La réconciliation, ici, il se posera 0 question, il déploie un nouveau nœud. C'est pas plus compliqué que ça, il en déploie derrière. Donc toujours pareil, faire attention avec ça, faire attention à ce qui tourne avec les nœuds, faire attention au type d'application que vous allez faire tourner aussi dans le cluster. Si vous avez des applications sensibles et autres, par exemple, pour ceux qui ont absolument envie de faire tourner des bases de données dans Kubernetes, pourquoi pas. Voilà. Faites gaffe, ça peut vous faire des trucs pas drôles. Ici, la condition, c'est là où vous allez chercher en fait la condition. Donc on va aller chercher ici 2 statuts. Pour le statut ready, on va aller chercher soit unknown, soit false, avec un timeout de 5 minutes. Et si en gros, j'ai un nœud pour lequel le statut est unknown, ou le statut ready est à unknown ou le statut ready est à false pendant plus de 5 minutes, et que ce nœud-là fait passer le threshold en dessous des 40%, il déclenche à ce moment-là le message check et reconstruit derrière. Le self-healing, on l'a vu. Le cluster resource set, c'est ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait juste une sélection dans le cadre de Nginx, Ingress Controller, c'est des labels, vous avez toutes les possibilités possibles et imaginables. Le fameux client dont je vous parlais tout à l'heure, que je pourrais éventuellement vous montrer en off, on fait des déploiements par type de label en fonction de est-ce que j'ai ce label et ou celui-ci et ou celui-là et ou celui-là. Et du coup derrière on va super loin, on a littéralement un marketplace dans Argo CD de Chartselm qui vont permettre de dire en fait en fonction des labels et de la ressource set, tu vas me déployer telle application, puis après tu vas aller chercher le Chartselm qui est derrière.
Et après, tout est entièrement automatisé. Encore une fois, ce qui est super intéressant, c'est que toute l'information, elle remonte dans le site cluster. Et vous avez vraiment un super cluster, c'est le cas de le dire, qui fait le déploiement de votre cluster, vos applications et qui gère toute la réconciliation qui est derrière. Ça, on va le passer. Du coup, en fait, comment je fais plein de clusters ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire plein de clusters et pourquoi la cluster API est intéressante ? J'espère vous avoir convaincu, en tout cas jusque-là. Le premier point, quand je vais déployer beaucoup de clusters, en fait, sur tous les clusters, il va falloir que je les pilote à la main. Et encore une fois, si jamais vous faites du déploiement via des outils type Terraform ou autre, ça devient compliqué. Vous avez, pour ceux qui ont fait des gros déploiements de clusters via Terraform, en fonction de comment les modules sont construits, vous risquez de vous retrouver avec des states qui sont assez gigantesques. Le state, il faut qu'il monte en mémoire, il faut qu'il soit processé, puis il y a un refresh, puis il fait machin, puis il fait bidule. Ça devient un peu long. Et encore une fois, toutes les fonctions de réconciliation, on ne peut pas en profiter. Pourquoi ? Parce que ça reste Terraform. Ouais, je vais le dire quand même. C'est plus tout à fait vrai maintenant avec Flux CD Controller. Vous avez la possibilité de pallier à certains manquements qui sont faits derrière. Où en gros, les déploiements des clusters vont se faire via Flux, via OpenTofu Controller. Et du coup, c'est lui qui va pouvoir vous permettre de faire ça. On n'est pas encore tout à fait proche de ce qu'on fait avec la Cluster API, mais il y a des fonctions qui permettent de réutiliser Terraform et d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de ce qu'on fait. Du coup, comment je fais du cluster at scale ? Je vais utiliser toutes les fonctions que dont je vous ai parlé. La cluster class, le machine pool, le resource set. Et en fait, on a deux add-ons qui viennent nous aider, qui sont, pour l'un, super pratiques si vous faites du Helm-charts. Il y a un add-on, il y a le Cluster API Helm Provider add-on qui existe, qui s'installe tout seul via Cluster CTL et qui vous permet du coup d'aller définir une liste de Helm charts, un peu comme la ressource set, mais du coup cette fois-ci c'est des Helm charts, et d'aller déployer des définitions d'applications complètes et donc de bypasser complètement en fait la limite de la config map. Typiquement, vous voulez déployer, alors je prends WordPress parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais ou je ne sais quelle application où vous avez serveur web, base de données, système de cache, j'en passe et des meilleurs. Ça sert à rien de le faire via les clusters ressources set. Vous n'avez pas toutes les fonctions de réconciliation que vous pouvez avoir. Vous avez forcément la limite des config maps. Vous utilisez le add-on Helm. Vous définissez votre Helm add-on et il fait l'install automatiquement avec les labels. Pareil. Et puis si vraiment vous voulez aller plus loin, il vous reste toujours Argo CD. Le problème, c'est que du coup, ça vous oblige à installer dans le cluster de seed une application, en l'occurrence Argo CD, qu'il va falloir elle-même piloter. L'intérêt de la cluster ressource set et des add-ons, on redescend au niveau de la cluster API, on réutilise toutes les fonctions qui existent déjà sur la partie infrastructure, et c'est lui qui fait tout le boulot. Il y a des gens qui sont super friands d'IHM, GUI, tout ça. Ah, oui, ok. Et pour ces gens-là, il n'y a pas encore de super UI super bien pour la cluster API. C'est un des freins aujourd'hui. C'est que, comme je vous l'ai montré et comme je vous montrerai encore après, tout va se faire en ligne de commande. Il y a une UI qui existe. Je voulais l'installer ici et vous montrer, mais bon, bref. Je vous montrerai juste après. C'est une UI qui s'installe dans le cluster de seed et qui va vous montrer visuellement. Je peux vous montrer d'ailleurs vite fait. Hein. C'est pas... où est-ce que je suis ? Je suis là-haut. On va faire ça. Je suis en train de me perdre, ça craint. Non, raté. Il y a une petite UI super sympa. Je vais juste me garder après du temps pour la démo. J'arrive. Je charge juste ici. Hop. Non, ça je m'en fiche. Je vais le mettre là-haut. Là, je vais aller dans Cordant. Et où est-ce qu'il se cache ? Cluster API Visualizer. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai jouer. C'est une petite UI. Alors, c'est pas du pilotage, c'est juste de la visualisation, mais qui vous permet d'avoir, depuis le site cluster,
qu'on voit tout en haut, tous les objets qui ont été construits. Et donc de voir vraiment, pour tous les clusters que vous allez piloter, leur état, c'est un peu ce qui est en train de vous montrer la petite vidéo ici, que vous avez, et du coup l'ensemble des objets qui composent le ou les clusters que vous avez déployés. C'est juste de la visualisation. Pour tout ce qui est manipulation ou administration, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'UI, comment dire, entre guillemets stable. Avant d'aller plus loin, je vois qu'il me reste une petite demi-heure, et puis ça va me laisser du temps pour vous parler d'un autre truc que je trouve assez génial. J'aurais peut-être dû poser d'ailleurs la question au démarrage. Je me suis un peu lancé, mais j'ai oublié. Aujourd'hui, vos clusters, vous les déployez comment? C'était peut-être la première question d'ailleurs à poser. Qui fait du Terraform? Ok. Ah, il y en a un. Ok. Qui fait du Ansible? Ouais, il y a des warriors quand même. Hein. Ok. Qui fait du Cloud Manager en mode clic-clic et j'ai mon cluster et je suis content? Qui fait du Rancher, OpenShift, Tanzu? Ok, donc normalement, sorti de cette session-là, vous passez tous sur la cluster API. Ça, c'est fait. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas, si ce n'est la courbe d'adoption de l'outil. Je ne vous en parlerai pas forcément ici, mais effectivement, elle est un petit peu rigolote, on va le dire comme ça. Alors, du coup, petit problème ici, je vais essayer de revenir sur mon écran vite fait pour pas trop perdre de temps. Display, ça doit être ça. Si je fais Extended, ouais. Et si je reviens là-haut, non, ça c'est moi, c'est pas vous. Ah, il les a inversés. Ok, c'est pas grave. Hop. Je vais passer un petit peu le multicluster, on s'en fout, le lifecycle, on en a parlé, les upgrades, je vous ai montré. Deux petits trucs vite fait. Je vous ai parlé de Capi, mais en fait, rien ne vous oblige à utiliser que Capi, tout seul. Si vous voulez utiliser, j'ai entendu Crossplane tout à l'heure. Donc Capi va faire le management de vos clusters Kubernetes, mais Capi ne vous déploiera pas les VM, ne vous déploiera pas les services managés dont vous avez besoin, ainsi de suite. Par contre, rien ne vous empêche d'utiliser la cluster API, par exemple avec Crossplane. Et dire, Crossplane, tu me déploies toute l'infrastructure dont j'ai besoin. Par contre, les clusters, t'es mignon, t'y touches pas. C'est la cluster API qui va s'en occuper parce que je veux profiter de toutes les fonctions de rémédiation derrière. On peut faire des trucs encore plus poussés avec notamment un couple ici, que vous avez là. Sveltos Argo CD. Argo CD, j'en parle pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est Argo CD. Ouais, ok. Sveltos, en fait, c'est un outil qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans l'univers de la cluster API. C'est un système de templating, en fait, qui se base sur la cluster API et qui va permettre d'aller encore plus loin. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de déployer des clusters en faisant du cluster mesh. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas le faire via des Helm charts ou autre. Il y avait un bug qui existait et qui faisait qu'en gros, il fallait encore y aller à la main et puis modifier des configurations pour que tous vos clusters se fassent. Sveltos, en fait, a ce qu'on appelle des profils de clusters, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et du coup, vous avez la possibilité de dire Capi, déploie les clusters. Argo CD, quand les clusters sont prêts, que tu récupères les secrets pour les piloter, machin, tu renvoies l'information à Sveltos. Sveltos, tu récupères les clusters profils. Les clusters profils font quoi? Ils déploient Cilium, tout ce qui va bien dans le cluster, déploie le cluster mesh, met tous les clusters en communication dans ce réseau virtuel. Vous allez déjeuner, vous revenez, c'est prêt. Et Sveltos a une UI. Ce qui est plutôt sympa, c'est que ça vous permet aussi de le piloter. Il y a vraiment toutes les possibilités possibles et imaginables. On peut vraiment faire des trucs de fou. Et on peut aller, entre guillemets, encore plus loin. Tout ce qu'on a déployé jusqu'à maintenant, c'est de la VM. C'est de la VM dans le sens Docker. Donc ici, moi, c'est des engines Docker que j'ai. C'est pratique, mais on a juste un tout petit souci. En fait, c'est que, je vais essayer de pas me tromper dans mes slides. Ouais, youpi. C'est que ça, en fait, c'est ce qu'on fait avec la cluster API que vous avez à gauche. Alors c'est chouette, c'est déjà un premier boulot, on a tous les clusters. Par contre, à chaque fois, on va déployer des contrôleurs. On va déployer du control plane.
Le control plane, vous me voyez tous arriver. S'il y a bien un truc dans un cluster Kubernetes qui fait normalement pas grand-chose, c'est bien le control plane. Donc déployer des VM, même si vous avez la possibilité de choisir la taille des VM via la cluster API, il faut faire des petits nœuds pour les control plane et des gros nœuds pour les workers, ça reste de la VM. Et donc ça reste un peu enquiquinant parce que c'est encore de la machine virtuelle. Le fameux projet Cosmotron ici dont je vous parle, lui il va encore plus loin. En fait, il prend vos control plane et il en fait des pods. Dans le cluster de seed. Donc vous ne déployez en gros in fine que le cluster de seed, que vous avez là-bas au bout à droite, le management cluster, avec ses nœuds à lui on n'y touche pas, et pour les clusters de production, vous ne déployez que les workers. Et les workers viennent s'enregistrer dans les pods du control plane. Du coup, ça devient génial, parce que du coup, votre control plane étant des pods, on profite de toutes les fonctionnalités de self-healing de Kubernetes pour les pods. Et donc, en cas de pépin, on va beaucoup plus vite que d'aller redéployer une VM. Comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Vous avez un nouveau contrôleur, encore un, qui arrive ici, qui est pour Cosmotron. Cosmotron a été fait pour déployer du K0S, mais vous pouvez lui faire déployer une autre distribution Kubernetes, ça marche pareil. Comme tout le monde, il continue d'utiliser etcd et il met tout ça dans etcd, ça classique, et en fait, il va se baser sur la cluster API. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que votre control plane ici, il met dans des pods, avec un service et puis un load balancer qui va bien, et vos workers qui sont là, ils viennent s'enregistrer dans vos pods. Avantage, vous limitez encore plus le nombre de VM ou de machines en tant que telles. Inconvénient, parce qu'il y en a quand même un, on parlait de criticité tout à l'heure, là le cluster de seed, il devient ultra critique et il ne faut pas qu'il tombe lui. Celui-là par contre, s'il tombe, vous emmenez tous les control planes. Ça vous rappelle rien ? Non ? Personne ? Rien ? Les clusters Kubernetes managés qu'on utilise tous chez les cloud providers, à votre avis, ils font quoi ? Ils ont des grosses VM et puis on a chacun les nôtres ? Ou ils font plutôt ça ? C'est un peu orienté comme question. Ah, c'est totalement orienté. Et j'assume totalement. Elle est totalement orientée, la question. Là, vous avez vraiment une solution, et je vais passer du temps à vous montrer, ça va prendre du temps, et puis du coup, j'ouvrirai aussi en parallèle plus largement la session questions-réponses. Là, vous avez vraiment une techno, enfin un ensemble de technos qui vous permettent littéralement de faire votre propre casse à vous. Vraiment à vous, avec des control planes qui sont pilotés dans des pods tout seuls dans leur coin, avec vos workers qui sont déployés où vous voulez, que vous pouvez faire bouger, avec toutes les fonctionnalités de Kubernetes pour le self-healing, les upgrades et autres, avec toutes les fonctions de sécurité pour faire en sorte que vos développeurs, comme c'est bien ségrégué par namespace, ne peuvent pas aller partout. Enfin, vous avez votre casse. Facile. Là maintenant, c'est mon petit challenge du jour. C'est que cette démo-là, elle marche. Elle marchait hier soir à 2h du matin. Et puis bon, on va voir ce qui se passe. Et entre-temps, du coup, la démo va prendre un petit moment à démarrer. Donc le temps qu'elle démarre, si jamais il y a des questions, lâchez-vous. C'est le moment. Alors, comment ça se passe ? Je vais faire du miroir. Tac. Ok. Je vais récupérer mon petit shell qui est... Non, là. Ouais, très bien. Ok. Donc, Cosmotron, c'est un outil qui s'installe dans votre cluster de seed et qui discute avec le cluster API. Du coup, c'est un nouveau provider à installer. Comment j'installe un provider ? kubectl, n'importe quoi, Rachid. Cluster CTL, init, et je lui passe les informations dont il a besoin. L'option, donc le bootstrap qu'il va utiliser, ici K0S Project, parce que je veux faire du K0, le control plane, et l'infrastructure qui est derrière. Une fois que je fais ça, on va essayer de ne pas avoir d'effet démo, ça peut être rigolo. Il me déploie l'ensemble du coup des controllers managers pour Cosmotron. Et du coup, si je regarde dans mon cluster, getPO-A,
j'ai 3 petits copains qui sont apparus, qui sont ceux-là, et qui sont en train de démarrer. Donc là, si je fais ça, on va attendre 2 minutes. Bon, même pas en fait. Ils sont là et ils sont prêts. Donc dans le cluster de seed, maintenant j'ai 2 providers. J'ai CapD, Docker, que j'utilise tout à l'heure, et j'ai Cosmotron. Et là, je suis clairement dans un mode, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses en hybride qui se font pas trop. Cosmotron, c'est clairement le cas ici. Mes control planes vont être des pods dans le cluster de seed. Donc normalement ici, là, quand je vais faire mon kubectl getPod moins le grand A, tout ce qui va bien, dans mon cluster de seed, je suis censé avoir des nouveaux pods qui vont apparaître. Et les workers vont être gérés par le provider CapD. Et donc je suis censé avoir des nouveaux conteneurs Docker qui apparaissent et qui gèrent mon cluster. Comme j'ai pas envie de m'enquiquiner et de faire ça à la main, hop là. J'ai du coup... ouais, on va les laisser, c'est pas grave. Nvim de values. J'ai du coup un chart, comme tout à l'heure. Nombre de clusters, et puis les différentes valeurs qui vont bien. Vous remarquez que je réutilise le label CNI. Donc c'est là où je fais typiquement appel au cluster resource set dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque dans mon cluster, je vais vous montrer juste après, j'ai une cluster resource set qui s'appelle Calico et qui déploie Calico. Je lui dis namespace par default parce que je suis dans de la démo et tout va bien. Et je lui définis du coup ici le nombre de control plane. Donc, par exemple, allez, on va jouer. Non, on va pas jouer, pas tout de suite. Mon nombre de workers et la version. Attention sur le nombre de versions. Ici, on joue avec 2 univers différents. Dans ce cas très très précis de la démo, on joue avec l'univers de K0S, qui est une distribution Kubernetes qui a son propre naming, donc son propre versionning, et on joue en plus avec le provider Docker, qui lui utilise les images kind, qui ont leur propre versionning. Donc la version que vous utilisez ici, enfin que moi je dois utiliser ici, il faut que je fasse attention à ce qu'elle existe dans les 2 mondes. Je dis, c'est un truc qui m'a rendu fou hier soir, typiquement. Je comprenais pas en fait pourquoi ma démo démarrait pas. Et en fait, j'ai utilisé une version qui existait côté kind, mais qui n'existait pas côté K0S, la distribution que j'utilise. Donc ce Helm chart qui est là, il utilise mon template, hop, qui est là, et c'est le même que tout à l'heure. Si ce n'est que mon control plane, maintenant, il s'appelle Cosmotron Control Plane. Il s'appelle plus KubeADM Control Plane. Donc je lui dis ici clairement, tu vas aller utiliser toute la partie Cosmotron. Et mon infrastructure de référence ici, vous remarquez qu'elle n'a pas bougé, elle est toujours Docker. Si je voulais utiliser AWS, par exemple, ou Azure, c'est là où je vais changer mon cluster ref. Il va se passer quoi? Mes contrôleurs, mes instances du control plane, je vais y arriver, elles vont rester sur ma machine ici, en tant que pod, et les nœuds vont se retrouver chez AWS, si j'ai du bol, ce qui ne marchera pas ici, forcément. Mais logiquement, ça devrait permettre en fait aux nœuds de venir s'enregistrer dans mon control plane à moi. Bah, ici, je fais du Docker parce que c'est plus simple. Donc ce que je vais faire, eh ben, on va faire un... Alors, on va faire ça. Je suis au bon endroit ou pas? Ouais. Est-ce que je ferai pas du ménage avant? Non. On va jouer. Ok, il a fait la release. Si je fais mon petit watch de tout à l'heure et que je filtre par Cosm. Non, parce que mon cluster, je l'ai appelé Cosmo. Justement pour pas me tromper. Le projet s'appelle Cosmotron parce qu'il est basé sur K0S, la distribution Kubernetes, et puis il y a des objets qui ont été rajoutés derrière. Mais non, j'ai pas voulu... Et d'ailleurs, il manque un truc ici, c'est... Il manque un objet. Allez, viens là. Pipe, grep, Cosmo. La différence entre les deux commandes, je vais le mettre en haut, ça va être plus simple. Est-ce que je peux monter? La différence ici, c'est que là, je fais appel au control plane standard. Et là, en fait, comme j'utilise Cosmotron, je lui demande d'aller récupérer les informations du control plane de Cosmotron. C'est pour ça que j'ai changé ma commande.
Et on va le laisser tourner un petit peu. Et normalement, si tout va bien comme hier soir, j'ai tous mes nœuds qui sont là et qui vont popper. Ce que je peux vous montrer, parce que c'est en cours, je vais couper ça, c'est que je vous ai dit, du coup, mes control planes sont censés être des pods. Des pods, pas des conteneurs Docker. Donc normalement, si je fais ici mon kubectl get pod, je suis censé avoir des pods pour Cosmotron, qui sont là, et qui doivent interagir pour étant le control plane. Donc si je fais ça, hop là, ils sont là. Ici, là, dans mon namespace default, parce que c'est moche ce que je fais, j'ai tout mis dans default. Et typiquement, si je fais un W, on va les laisser arriver. La phase de démarrage, là, qui est ici, quand il fait des restarts, elle est normale. Enfin, elle est normale. Ouais, elle est normale. On va dire ça. On va dire que c'est normal. C'est juste qu'en fait, il y a une interaction qui est faite, et comme etcd n'est pas encore tout à fait prêt au moment où il cherche à démarrer l'API server, il croûte, et du coup, il va redémarrer quelques fois, le temps que le TCD soit bien prêt, et puis après, il se remet en route. Mais en gros, ici, j'ai mon API server et mon etcd. J'ai 2 clusters, donc en fait, j'ai les deux. Et ça, c'est des pods. Ni plus ni moins. Donc, si je veux être dans la vraie vie et avoir 3 instances du control plane par cluster, ici, du coup, j'aurai 3 instances pour Cosmotron 1 et j'aurai 3 instances pour Cosmotron 2. Allez, s'il te plaît, démarre. Du coup, je voulais vous faire une super grosse démo, mais je pense qu'elle passera pas. Allez. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Non, c'était pas ça. J'en ai un qui est running, j'en ai un qui est là, et j'en ai un qui va redémarrer. Allez, les garçons. Je vais le laisser tourner. Donc, pour résumer, bon, il est en train de revenir. En résumé, j'ai ma cluster API qui fait l'infrastructure et des applications. J'ai Cosmotron qui dit « Attends, ton worker, tes control planes, tu les mets pas dans de la VM ou de l'instance, tu les mets dans des pods. » Et j'ai la possibilité d'utiliser des add-ons ou les clusters ressourcettes pour aller faire du coup du déploiement d'applications dans mon cluster. Et je peux aller encore plus loin, où je peux littéralement avoir une plateforme qui va tout consolider. La cluster API, avec tous les providers qui vous font plaisir, dont vous avez besoin, il ne veut vraiment pas démarrer, c'est pas cool. Le déploiement d'applications, le templating via Sveltos, et tout ce qui se passe derrière. Le projet en question, je l'ai perdu. Il n'est plus là. Non, c'est pas grave, je vais le réouvrir. Le projet en question s'appelle Cordant. Je sais pas si on le... si, c'était lui. Hop. C'est le projet qu'on a ici. L'idée, en fait, de ce projet-là, alors c'est assez récent, la version 1 est assez jeune. Je vais juste ouvrir ça. Je voudrais pas... Si je fais RAW, il fait quoi là-haut? On va le faire tout moche, non? Non. Ouf. Ouais, ok. L'idée ici, c'est d'aller encore plus loin et de rajouter encore un truc au-dessus qui va réellement tout piloter. En gros, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est des manipulations que, en l'occurrence ici, moi je fais à partir de la cluster API, puis potentiellement vous voulez utiliser Sveltos pour faire du templating ou Argo CD pour aller faire des choses, et ainsi de suite. L'idée en fait de Cordant via ce module, ce nouveau module ici qui est là, qui s'appelle KCM, c'est de centraliser tout ça. En gros, plutôt que de vous obliger à faire du Cosmotron d'un côté, du Helm de l'autre et du profiling avec Sveltos, avec l'interface graphique, vous définissez tout ici au niveau du KCM via des clusters profile et c'est lui qui redescend toute l'information qui va bien aux différents agents. Donc c'est lui qui va redescendre l'information à la cluster API
pour aller faire le déploiement des workers et les déploiements des pods. C'est lui qui va renvoyer l'information au contrôleur Sveltos pour aller lui dire va discuter avec ton agent parce qu'il faut que tu appliques tel profil et donc tu m'installes ici Cilium et ainsi de suite. Et on a toute la complète champignon qui va bien. C'est lourd. Oui. Ça fait beaucoup. Oui. Le gros intérêt, une fois que c'est fait, alors ouais, je devrais peut-être pas le dire comme ça d'ailleurs. Alors c'est pas qu'on a plus de boulot, faut pas déconner, mais on peut se concentrer sur des trucs super intéressants. En gros, toute la partie déploiement, maintenance et autres, on n'y touche pratiquement plus. On la pilote depuis le KCM et on laisse tout faire. Alors je vous parle de Cordant parce que c'est le projet que je suis en train de regarder moi en ce moment et puis j'ai un petit besoin qui est apparu et je pense que ça pourrait être la bonne solution. Mais il y en a d'autres qui font ça. Si vous allez du côté de chez Clastix, si vous connaissez la société en question, ils ont 2 produits, Capsule et Kamaji. Ils ont des solutions qui se rapprochent de ça. En gros, ce que je voulais vous montrer dans cette session-là, on a du temps du coup, puis on fera soit du hors-piste, soit des questions, on verra. C'est que le projet Cluster API, lui du coup, est totalement libre. Il n'y a pas de vendor lock-in. Vous pouvez choisir le provider avec lequel vous bossez. Vous voulez faire de la réversibilité, vous changez de provider et puis ça suit derrière. Donc si vous êtes chez AWS et que vous n'êtes pas content, que vous l'avez chez Azure ou chez Google, changez l'infrastructure ref et au bémol de 2-3 modifications, ça se fait tout seul. Et derrière, vous pouvez vraiment, en utilisant tous les projets ou un ensemble de projets entre guillemets qui viennent se baser sur Capi, pour aller littéralement automatiser tout le lifecycle, non pas que de vos clusters, mais de tout ce qui se passe dans les clusters. Et littéralement, vous y touchez plus. Est-ce que c'est intéressant? Il y a une question qui peut-être... alors je vais peut-être poser une question que peut-être certains se posent, on verra. Mais une question qui revient assez régulièrement quand je fais des sessions comme ça autour de la Cluster API, c'est quel est l'intérêt pour des sociétés qui ne sont pas des cloud providers? Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'avoir 300 clusters de production. On n'est pas tous OVH ou Scaleway. L'intérêt ici, sur un des projets que moi j'ai mené comme ça, alors on n'avait pas Cordant, mais on avait tous les autres objets. L'idée, c'était d'équiper en fait une batterie de développeurs. Une batterie de développeurs avec des clusters Kubernetes, mais sans devoir leur filer des laptops avec des gros CPU et plein de RAM, machin, et tout ce qui va bien. Et leur laisser la possibilité de piloter leur cluster, de pouvoir y accéder depuis le VPN ou autre, mais sans aller monopoliser de la ressource sur la machine. Et donc, du coup, éviter de devoir faire des investissements potentiellement lourds sur des bécanes. On a monté tout ça en un temps plus ou moins record. Enfin, moi, je trouve que c'est record, parce que 3 semaines, c'est plutôt pas mal pour tout faire. Et du coup, on a filé ça à l'équipe DevOps. Et en fait, l'équipe DevOps, quand il y a un nouveau projet qui démarre et autres, elle fait démarrer, littéralement, elle fait popper dans Docker. Donc, comme je vous ai montré ici, elle fait popper une myriade de clusters pour le projet en fonction des besoins et l'équipe peut bosser dedans. Chaque développeur a son propre cluster. Du coup, il bosse dans l'environnement de Kubernetes, il est directement en mode production, donc dans l'environnement littéralement qui réplique le mode de production, et tout ce qui déploie, à partir du moment où ça fonctionne dans le cluster, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en prod. L'autre intérêt, c'est que du coup, dans ce lifecycle de développement applicatif, tout ce qui va être fait est automatisable et peut passer en fait du stade de développement sur son cluster à lui à tous les clusters de test automatiquement. Il n'y a pas de manipulations qui sont faites par un développeur, par un PO, par un lead architecte ou ainsi de suite. On passe littéralement de façon totalement automatisée avec un ensemble de workflows de le développeur fait sa livraison, il produit son application, elle fonctionne, ok, elle fonctionne, elle est taguée et tout passe derrière. Et vous avez comme ça des équipes où les développeurs sont littéralement autonomes sur des clusters qui fonctionnent tout seuls, sur lesquels ils gèrent ni les mises à jour, ni les incidents, ni le déploiement de Argo CD ou je ne sais quel autre truc, et en fait, ils sont focus sur leur développement. Et on n'a pas besoin de leur acheter des bécanes avec 64 Go de RAM et je ne sais pas combien de CPU, parce qu'il faut faire tourner des clusters ou machin et autres. Il y a plein de use cases comme ça. Je vais voir s'il a fini. Ce serait bien qu'il ait fini quand même. J'aimerais bien vous montrer, moi. Non, il veut vraiment pas démarrer. Putain. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va faire un peu de debug.
Alors, ce qui n'a pas fonctionné, c'est mes pods. Ok. Alors, qu'est-ce que... On va se faire un peu de debug live. Visiblement, c'est l'API serveur qui déconne. Qu'est-ce qui lui arrive? Fail to ensure the existence. Context line exceeded. Et si je fais un truc moche comme ça? Kubectl logs de ça. Est-ce que tu veux bien démarrer ou pas? Ah! Cluster config initializer. Ok. Non. Il veut pas. Non, il a décidé de me foirer mes démos, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ça, j'y ai pas touché. Est-ce que j'ai un cluster qui porte le même nom, peut-être? Mais j'ai pas fait gaffe. Non. Ok. Et je vais tenter un truc. On va se le faire en mode warrior. Je vais tout supprimer, on va tout déployer. Donc je vais tout nettoyer. Je vais redéployer mon site cluster, je vais réinstaller Capi, je vais réinstaller Cosmotron, et je vais relancer le déploiement, on va voir ce qui se passe. Entre-temps, pendant que je m'amuse, ouais. Pendant que je fais tout ça, si jamais il y a des questions, c'est le bon moment. Je sais pas s'il y en a dans la salle. Hop. Script, setup, mgmt. Pas de questions? Bah moi j'en ai une. Qui a envie de jouer avec la cluster API maintenant? Oh c'est cool. Oh ça fait plaisir. Vous avez remarqué, je vous ai pas dit, si jamais vous avez besoin de Presta, venez me voir. Hein. Je l'ai pas dit. Hein. Ouais, vas-y. On n'a pas parlé d'autoscaling. Est-ce que tu as pu déjà tester Carpenter avec Cluster API? Parce que je sais qu'il y a un provider qui a été... Non. Ouais. Eh ben non. Non. Mais oui, je l'ai vu et il est quelque part dans une to-do qui malheureusement grossit de jour en jour. Mais non, j'ai pas encore eu l'occasion. Non, après, l'autoscaling ici, enfin, l'autoscaling de base, sans je lance un truc et je reviens là-dessus, parce que du coup, ça ouvre un point en effet intéressant. La partie autoscaling ici, je peux la traiter de façon très 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 brutale et moche. J'édite mon manifeste et je lui dis, bah en fait, tu me déploies plus 2 workers, mais tu m'en déploies 5. C'est pas très joli, je le fais à la main et autres. Par contre, je peux utiliser des outils comme Carpenter ou comme Keda, qui vont être capables d'aller interagir directement avec les briques sous-jacentes en fonction d'événements. Et alors je sais que je vous rajoute encore une brique logicielle, mais là, pour le coup, je vous rajoute un truc qui rajoute encore plus de magie. C'est-à-dire que là, en plus, l'autoscaling du cluster, vous le gérez plus. Vous avez vos événements qui sont faits. Je reviens à mes histoires de développeurs. Typiquement, il est 19h30 ou 20h, je ne sais pas quelle heure il est. Bref, il n'y a plus de développeurs dans la boîte, ils bossent plus, ils sont partis en soirée tranquille. Il y a 0 activité sur les clusters. On les éteint. Éteindre les clusters, c'est littéralement faire un appel à la cluster API, tu passes tous les nœuds à 0, touche à rien. Et puis, il y a un petit job qui est bien paramétré, qui est bien configuré dans un coin, qui dit « Ah, jour de la semaine, 7h du matin, démarre-les. » Et vous avez un job qui passe et qui dit à la cluster API « Tu me redémarres tous les nœuds. » Donc, on peut vraiment encore rajouter un truc. Effectivement, je n'avais pas... Ok, Capi est là. Donc, je vais installer Cosmotron. En espérant que cette fois-ci, il marche. Ce serait bien. Ouais, ok. Quand NS
Cosmotron. KGP-W. Je le fais pas apparaître, mais ce qui me rend dingue, et je vous jure que c'est vrai, c'est qu'à 2h du matin, la démo, elle marchait. J'ai littéralement déployé 10 clusters sur cette machine-là et ça marchait, ça me rend fou que ça marche pas. Pardon? Non, mais là, c'est... Je l'aurais fait à l'arrache encore, je vous dirais, bon, j'ai fait ça sur un coin de table, mais je vous jure, hier soir, à 2h du matin, elle marchait, quoi. J'aurais dû faire un screenshot, c'est pas possible. C'est énervant. Et bah, d'ailleurs, vous le voyez, regardez, j'ai encore... Bah voilà. J'en ai un ici de 22h, là, qui est là. D'ailleurs, je vais les effacer, ceux-là, tiens. Ça sert à rien. Non, mais c'est surtout que je comprends pas, quoi. Enfin... Bref. Elle m'installe, machin, bidule, ok. Mon values, il est bon. Oui, il est bon. 1.39, elle marche. J'en ai 2, ok. Ah! Idée. J'ai peut-être oublié un truc. Maintenant que j'y pense. Cluster ressource 7. Calico. Et du coup, ça va me permettre de vous montrer la cluster ressource 7 pendant que ça tourne. Donc, une cluster ressource 7, c'est ça. Là, c'est un nom qui s'appelle Calico. Et en fait, ce qu'il va aller chercher, je vais me mettre dans le bon namespace. Je fais gaffe à l'heure, je veux l'heure qui tourne. Hop. Donc, si je lui demande Calico CRS -o YAML, il me dit, pour l'instant, j'ai rien fait. Et en fait, la ressource que tu vas utiliser, c'est une config map qui s'appelle Calico CRS config map. Très bien. Kget cm. Non. Tiens, pourquoi j'ai pas ma config map? Default. Ah, mais... Oh. Ok. Là, j'ai ma config map. Elle est là. Et si je regarde Calico CRS config map, elle est là. Et si je fais mon -YAML, j'ai la grosse config map qui est le manifeste de déploiement de Calico. Et on le voit ici, il fait appel au... Bah, vous le voyez là, par exemple. Il va aller... Oups, ici, il va aller chercher l'image dans la registrie... sur la registrie GitHub, celle-là. Et il va aller chercher Calico, le cube controller, machin. C'était peut-être ça, en fait, que j'ai oublié tout à l'heure. On va voir. Donc, j'ai ma cluster ressource 7. Et dans mon values, ici, je lui place la CNI Calico. Et si je regarde la définition, du coup, de ma cluster ressource 7, là, elle cherche un label CNI Calico. Croise les doigts, il me reste 7 minutes, on va voir si ça marche. S'il te plaît. Comme quoi, utiliser la config par défaut, ça n'a pas que des désavantages. Je dis ça, je dis Ouais. et j'ai fait l'erreur. Donc là, ici, en gros, il m'a défini mes clusters, il m'a défini mon machine deployment. Donc ici, c'est la définition de déploiement des machines. C'est ça, en fait, qui du coup dit derrière l'infrastructure de référence que tu vas utiliser. C'est dans mon cas, moi, Docker. Et donc, tu vas appeler le provider Docker pour aller déployer les workers qui sont là. Pour ça, d'ailleurs, qu'il m'en a mis 2 ici. Et ça, c'est mes control planes qui, du coup, sont mes pods. Et vous voyez qu'ils sont en cours d'arrivage. J'en ai un qui est unavailable. Et donc, normalement, allez, s'il te plaît, kubectl ns default kgp. J'ai un peu plus de chance ou pas? Oh! J'ai peut-être un peu plus de chance. Oui! Il tourne. Ouais! Et donc, normalement, et on va voir si on va jusqu'au bout. Allez, s'il te plaît. Yes! Et donc, du coup, mes machines, ici,
sont en train d'arriver. Donc j'ai défini ce que vous voyez pas en tâche de fond, et ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a déployé les control planes qui sont là et qui ont enfin démarré. Ça y est, j'ai mes machines, c'est cool. Du coup, il me reste 5 minutes. Je vais essayer la démo à 20 nœuds. On va voir si ça marche. Je vais essayer de déployer les 20. On va voir si ça tourne. Là, il m'a fait mon control plane, donc il a démarré. Mon API server est à true. Ça veut dire qu'en fait, du coup, le déploiement de l'API server s'est fait, qu'il fonctionne, et que la CNI a été déployée. La CNI a été déployée comment? En utilisant la cluster resourcette. Du coup, derrière, ça a permis de faire l'enregistrement des nœuds, le déploiement, des nœuds, parce que du coup, le nœud control plane est passé en state ready, et donc du coup, Capi et tous ses petits copains ont pu du coup passer à l'étape suivante. Vous remarquez du coup derrière qu'il a démarré l'ensemble des machines qui sont nécessaires. La preuve, c'est que du coup, ici, ils ont tous un Docker ID, donc j'ai des conteneurs Docker qui tournent, qui sont chacun des nœuds des clusters. Et on vient de remarquer juste à l'instant du coup qu'ils sont tous passés en ready. Donc j'ai mes 2 clusters qui sont là. Et en plus d'avoir mes 2 clusters, j'ai mon... Je vois le truc qui clignote à côté. J'ai mes 2 control planes qui sont là. Et du coup, si je fais mon Docker PS, j'ai mes nœuds qui sont là. Je vous ai dit que j'étais joueur. Allez, on va jouer. Il me reste 4 minutes. Ouais, 18. Non. Qu'est-ce que tu fais? Là. Oh, ce qui se passe. Ah, si j'ai les 20 qui tournent là dans les 3 minutes qui restent, je vous paierai pas à boire, mais je serai super content. Enfin, je mets au pays à boire, mais peut-être pas tout le monde. Ah. Donc là, l'idée, en gros, vous me voyez arriver, hein, c'est assez classique. Enfin, c'est classique, si on veut. J'ai demandé le déploiement du coup des 18 clusters qui sont arrivés. Ils sont déployés à partir du seed. Et si tout se passe bien, ils vont tous arriver petit à petit derrière. Et du coup, je pourrais piloter ces 20 clusters. Ils sont en 1.31, j'aurais malheureusement clairement pas le temps de vous montrer. Mais ce qui aurait été super chouette du coup de montrer, c'est d'avoir les 20 clusters déployés en 1.31 et de montrer une mise à jour de la 1.31 à la 1.33, la toute dernière version. Et de voir du coup les 20 clusters se mettre à jour les uns derrière les autres. Je me suis un peu raté sur mes démos. Bon, une prochaine fois. Et normalement, du coup, pendant que ça tourne à côté, si je fais mon kubectl get pod, bah du coup, vous voyez que j'ai tous mes nœuds qui sont en train de démarrer là. Ah, donc ça, non, ça, il fait le boulot. Hein. Il démarre. Ça, on l'a vu. En gros, pour faire simple, j'espère vous avoir convaincu que la cluster API, c'est génial et on fait vraiment des trucs de fou furieux. Si c'est pas le cas, bah, dites-le moi, puis je ferai mieux la prochaine fois. On peut vraiment, encore une fois, tout automatiser derrière. Cosmotron, bah, je vous l'ai montré, c'est plutôt sympa. Cordon, je vous en ai parlé un petit peu. Allez voir, il y a d'autres projets que Cosmotron. Il y a Kamaji, notamment côté Clastix, qui fait ça et qui marche bien. J'aurais pu vous parler aussi de vCluster, qui a son propre provider et qui permet de faire cette fois-ci des clusters virtuels. Donc on passe encore une étape supérieure. J'aurais pu vous parler du provider Talos Linux qui déploie Talos Linux avec la cluster API. Enfin, les possibilités sont infinies. Il y a un terrain de jeu qui est juste gigantesque. Et en fait, moi je suis un gamin avec un nouveau jouet, donc forcément je m'éclate. J'espère que la session vous a plu. Je vous demande un dernier petit truc, c'est de flasher ce QR code. C'est un open feedback et vos feedbacks seront super importants pour moi pour faire mieux la prochaine fois. Si vous voulez vous intéresser aux 2 projets, il y a le lien du coup vers le projet Cluster API qui est super bien documenté, il y a tout dedans. Vraiment, il est super bien maintenu à jour. Pareil pour Cosmotron. Et puis si vous voulez qu'on échange, et voilà, vous savez où me trouver. Merci.